Non? Je commence? Je commence, ok. Euh, Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là à 8 heures du matin. Je sais que vous n'avez pas choisi l'horaire, mais bon, voilà, c'est quand même courageux d'être là. Je m'appelle Anna Colin-Lebedev. On va passer, voilà, on va passer un petit peu jusqu'à 10 heures ensemble. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais peut-être qu'on vous l'a pas dit. Je suis une ancienne élève de ce lycée. J'ai eu mon bac ici au siècle dernier, en 1994, donc ça commence à faire un moment. Mais il y a des choses qui visuellement ont changé et il y a des choses qui visuellement n'ont pas changé depuis mes années lycée ici, donc voilà, vous le saurez. J'ai également fait mes études, enfin une partie de mes études supérieures à Rennes, à l'Institut d'études politiques, et je suis aujourd'hui maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Donc en fait, on va parler à la fois je vais vous parler de mes recherches, parce que quand on est maître ou maîtresse de conférence à l'université, on est enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'on a une double fonction qui est la fonction d'enseigner, qui est la fonction de faire de la recherche sur nos sujets de recherche. Donc je vais vous parler des miennes qui portent sur l'Ukraine contemporaine et sur la guerre conduite par la Russie contre l'Ukraine. Et puis je vais, en vous parlant de ça, en fait, vous dire aussi des choses sur la manière dont on fait de la recherche en sciences politiques. En fait, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, voilà, être chercheur, surtout sur un sujet comme ça d'actualité, dans un contexte comme ça. Et on aura un petit temps d'échange avec vous ensuite, sachant que les questions, les sujets sur lesquels vous voudriez que je développe un petit peu plus peuvent porter à la fois sur ce sujet qui est un sujet d'actualité brûlante, mais aussi bien évidemment sur les questions qui sont les vôtres quant à votre orientation, aux études de sciences politiques et puis autre chose si vous le souhaitez. Ok? Ça marche. Alors ici, j'ai intitulé mon intervention Enquêter sur la résistance de la société ukrainienne en guerre, parce que, vous voyez, je commence par enquêter parce que je pense que voilà, c'est important que vous compreniez non seulement en fait ce qu'on sait enfin le résultat, que vous ayez en tête non seulement le résultat final d'une recherche, mais aussi en fait le processus, comment est-ce qu'on arrive en fait à savoir, enfin à savoir ce qu'on vous transmet dans ces contextes-là. Le premier logo ici, c'est celui de l'université. Le deuxième, c'est celui de mon institut de recherche, l'Institut des sciences sociales du politique, qui est aussi à l'université Paris-Nanterre. Alors, si j'ai proposé ce thème aujourd'hui, c'est aussi parce que ça me permettra de vous renvoyer vers un texte que dont j'enverrai le PDF à vos enseignants, qui est alors, yes, no. Le pointeur est toujours un défi. Oui, en fait, il faut aller vers le bas pour avancer, ce qui est contre-intuitif. C'est vrai. Un petit bouquin que j'ai publié l'été dernier, qui est vraiment très très court, qui s'appelle Ukraine, la force des faibles, aux éditions du Seuil. Et donc ça, vous pourrez je me suis dit que c'était mieux de l'envoyer après que de l'envoyer en amont, parce que vous poserez un certain nombre de questions. Et dans ce petit livre, qui est vraiment pour le grand public, qui n'est pas universitaire, j'y parle de mes 10 années de recherche sur ce sujet, sur le sujet de l'Ukraine en guerre, mais surtout pour répondre à une question un peu, un paradoxe et un étonnement que l'on a sur ces 4 dernières années. Alors, c'est vrai que vous, quand l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine a commencé, vous étiez jeune, vous n'étiez pas forcément très intéressé par l'actualité politique. Mais nous, en fait, pour nous, c'est un délai très bref, les 4 ans, mais pendant ces 4 ans, en fait, on est passé par différents stades de perception de la résistance ukrainienne. Mais le premier, ça a été l'étonnement. L'étonnement sur comment se fait-il qu'un pays qui fait face à ce qui était considéré comme la deuxième armée du monde, après l'armée américaine, l'armée russe, qui a priori n'a pas de ressources économiques particulières, qui a priori n'a pas une armée super puissante, qui n'a pas non plus de ressources
en termes d'armement ou de nombre d'hommes, qui semble divisé par des problématiques de désordre politique, d'affaires de corruption, de conflits internes. Comment se fait-il qu'il résiste déjà à la première attaque en fait de la Russie, mais surtout qu'il continue à résister 4 ans plus tard. Donc il y a là quelque chose qui mérite d'être expliqué. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce bouquin et que je vais essayer de faire un petit peu devant vous, sachant que précisément, alors la première réponse qu'on peut vous donner à cette question, c'est on résiste parce qu'on a des armes. Et effectivement, l'Ukraine a été beaucoup aidée par des partenaires occidentaux dans les premières années qui ont livré toujours au compte-gouttes et jamais vraiment exactement ce qu'il faut et au moment où il faut, mais effectivement, il y a eu des armes américaines, des armes européennes qui ont été livrées à l'Ukraine. Mais pour moi, en fait, cette explication en termes surtout en tant que chercheuse en sciences sociales, qui connaît la société ukrainienne, l'explication en termes d'armes, elle n'est pas suffisante, parce que derrière chaque arme, il faut un homme ou une femme qui est prêt à la tenir, voyez, et qui est prêt aussi à continuer. Et surtout, en fait, on a voilà, il y avait une disproportion entre l'aide qui était apportée et la manière dont l'Ukraine tenait. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer voilà, en partant de ce que je savais de la société ukrainienne. Alors en fait, oui, on n'arrive pas dans un sujet comme ça par hasard. On arrive parce qu'on a une compétence sur un sujet. En l'occurrence, moi, je travaillais sur la Russie et l'Ukraine depuis le début de mes recherches, c'est-à-dire mon master et ma thèse de doctorat. J'avais fait une thèse de doctorat sur un sujet qui était assez proche, en fait, des questions militaires, mais en fait, qui n'était pas tant proche que ça des questions militaires. C'est-à-dire, j'avais travaillé sur une ONG, une organisation non gouvernementale russe, dans les années 1990, qui s'appelle le Comité des mères de soldats, et qui, en fait, cherchait à améliorer les conditions de service militaire dans l'armée russe et aider les soldats, les conscrits, les jeunes qui faisaient leur service militaire lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations terribles du fait des actions de l'État et des actions des forces armées, envoyés combattre dans une guerre, maltraités par les soldats plus âgés ou par les officiers, privés de soins, humiliés, etc. Donc en fait, j'avais travaillé beaucoup sur la manière dont les gens protestent et prennent la parole. Donc des mamans en fait de ces jeunes de 18 ans qui ne pensaient jamais protester s'adressent à l'État russe en disant ça va pas. Donc j'étais une sociologue en fait de l'action collective et de la protestation, mais sur des sujets qui étaient liés aux questions militaires. Et j'avais vécu en Ukraine quelques années pour des raisons personnelles en suivant mon mari qui était en poste sur place. Et j'avais commencé à travailler sur l'Ukraine aussi, notamment sur les questions des vétérans d'une guerre oubliée. La guerre oubliée était la guerre que l'Union soviétique avait conduite en Afghanistan dans les années 70, oui, dans la décennie 70 essentiellement, 70-80. Et donc, voilà, j'étais en contact avec la société ukrainienne, je commençais à l'explorer. Et quand la guerre démarre, et la guerre n'a pas démarré il y a 4 ans, mais il y a 11 ans en réalité, et ça, on en reparlera, je vais vous donner la chronologie pour que vous compreniez pourquoi je remonte aussi loin. Et ben, en fait, je suis là en Ukraine et je vois les personnes qui sont mes interlocuteurs, qui sont ceux sur lesquels je conduis des recherches, des vétérans de la guerre en Afghanistan, qui sont des hommes de 40, 50 ans, qui en fait se retrouvent pris dans un nouveau conflit armé et repartent au front. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette guerre. J'ai beaucoup étudié entre 2014 et 2022, donc entre le début de la guerre et la deuxième partie de la guerre, la question dont on devient combattant. Qu'est-ce qui fait que de civils qui a jamais pris les armes, mais on en reparlera, on se retrouve en fait sur le front. Et après arrive 2022, l'invasion à grande échelle. On ne peut plus véritablement aller en Ukraine dans un premier temps. On comprend que c'est dangereux. Et puis, un journaliste, quand il va sur le terrain, on comprend ce qu'il veut faire. On comprend qu'il a besoin de ramener de l'actualité, enfin de ramener des informations sur les points les plus chauds de ce qui est sur le terrain.
un chercheur en sciences politiques n'a pas besoin de ramener de l'actualité chaude. Il a besoin de donner des éléments d'explication, de compréhension aux autres, de replacer ça dans une perspective historique, hein, comprendre en fait d'où viennent les choses que l'on observe, parce que vous avez des ruptures, mais vous avez aussi énormément de continuité. Et donc, je vais vous raconter la manière dont dont les questions que je me suis posées se sont construites au fur et à mesure. C'est-à-dire on part avec une question a priori, on va s'intéresser à l'Ukraine sur une question a priori qui vous intéresse, mais après, en fait, ça se transforme au fur et à mesure, à la fois des choses que l'on pense importantes à comprendre, et en fonction aussi de ce qu'on appelle les accès de terrain, parce qu'une recherche en sciences politiques, ça se fait sur un terrain, c'est-à-dire parfois un pays, parfois une institution qu'on a besoin d'analyser, de décortiquer, de comprendre. Et en fait, le terrain va imposer aussi ses propres questionnements. Voilà. Et en fonction on n'a pas accès à tous les terrains. Et en fonction de ce à quoi on peut avoir accès, les endroits où on peut aller, les gens qui acceptent de vous parler, ce que vous pouvez interroger, on obtient des choses différentes. Donc moi, en fait, en 2022, je ne suis pas allée en Ukraine parce que précisément, je ne voyais pas trop quelle pouvait être ma place en tant que chercheuse. À partir de 2023, j'y vais régulièrement maintenant. J'y vais régulièrement, et donc ce que je vous ramène, en fait, c'est des enquêtes de terrain que je conduis sur place. Pas sur la zone de front, mais sur place. Alors, d'abord, je replace ça dans un peu dans une chronologie pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Ok, donc je vous ai fait une petite timeline ici, une frise chronologique pour que vous ayez un peu les événements en tête et que vous les replaciez en tête. Premier élément de la timeline, on est en hiver 2013-2014 et a lieu à Kiev ce qu'on a appelé la révolution du Maïdan. Alors, de quoi s'agit-il, la révolution du Maïdan? On a le président ukrainien de l'époque, qui est plutôt proche de Moscou, mais qui a été élu tout à fait légitimement par la population, doit signer un accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Accord d'association, ça ne veut pas dire que l'Ukraine devient membre de l'Union européenne, ça veut dire qu'il y a des relations privilégiées en termes de commerce, en termes de circulation des personnes, c'est-à-dire on se rapproche de l'Union européenne. Et en fait, quelques jours avant la date de la signature, qui est programmée depuis longtemps, il prend la parole en disant non, on ne va pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne, on va en fait en échange signer un accord de partenariat privilégié avec la Russie, qui est doté d'un grand investissement financier de la Russie en Ukraine. Donc en fait, c'est interprété comme une espèce de tournant. Vous voyez, on allait vers l'Europe, notre chemin était de plus d'amitié avec l'Europe, et il y a un retournement. On va aller vers la Russie et se détourner de l'Europe. C'est comme ça que la population interprète cette déclaration. Et il y a une grande protestation qui surgit, en fait, des jeunes qui se rassemblent pour protester sur la principale place de Kiev. Et c'est ce qu'on appelle une place, ça veut dire, ça se dit Maïdan en ukrainien. Et donc, on appelle ça l'Euro-Maïdan, la place pour la question européenne. Là-dessus, le président envoie la police pour chasser violemment les jeunes, mais ça ne se fait pas en Ukraine. Ça ne se fait pas. Et donc, en fait, le lendemain de cette altercation violente avec les lycéens et les étudiants et de la police, il y a encore plus de gens qui déboulent sur la place publique, qui s'installent, en fait, et qui disent non seulement on signe l'accord avec l'Union européenne, mais ce président doit partir, parce qu'il y a des griefs qui sont nombreux en place, et notamment le grief de la corruption, lorsqu'on reproche à ce président d'être extrêmement corrompu. Et donc, vous avez une crise politique très grave en Ukraine, et pendant plusieurs semaines, vous allez avoir des protestataires qui vont se rassembler à Kiev, très nombreux, et des protestataires qui vont se rassembler aussi un peu dans d'autres villes du pays. Ce que la Russie regarde d'un mauvais œil, parce que elle est en train de perdre, en fait, le président qu'elle a cherché à soutenir est en train de perdre le contrôle de son pays. Les altercations avec les forces de l'ordre deviennent de plus en plus violentes. À la fin de cette mobilisation, il y a plus d'100 de morts parmi les manifestants, mais en fait,
dans ce conflit, c'est la foule qui gagne, parce que le président, en fait, quitte le pays. Il s'enfuit, il quitte le pays, il laisse la place, donc on peut considérer que la révolution du Maïdan a gagné. Sauf qu'en fait, on est fin février 2014, ça dure entre fin novembre et février 2014, et donc on a voilà une phase qui devient beaucoup plus violente. Mais et fin février 2014, en fait, au même moment qu'on sent que la foule est en train de gagner, on commence à observer dans une région de l'Ukraine qui est une péninsule, la péninsule de Crimée, on voit arriver des hommes armés sans un signe et qui commencent en fait à s'installer dans la péninsule, et on comprend que quelque chose est en train de se tramer. Ces hommes armés négocient avec un certain nombre de forces politiques sur place, avec des élites locales, et en fait, vraiment 2 semaines plus tard, a lieu, donc ça c'est une des photos de ces hommes armés que les Ukrainiens ont appelés les petits hommes verts, parce que précisément ils étaient verts en treillis, mais qu'on pouvait pas, voilà, on pouvait pas les identifier. Ces hommes en armes ont pris le contrôle complet de la péninsule. Je vous montrerai une carte vous verrez une carte de l'Ukraine, on montrera où est la Crimée. Le 16 juillet, donc officiellement, en fait, c'est la population qui a demandé à ces hommes de garantir la sécurité parce qu'il y a des désordres. Il y a des désordres à Kiev, dans la capitale. Officiellement, c'est des mouvements séparatistes qui s'adressent à la Russie en disant nous ne souhaitons plus faire partie de l'Ukraine, nous souhaitons être annexés à la Russie. Le 16 mars 2014, la Russie officiellement annexe une partie de l'Ukraine, après l'avoir contrôlé militairement, mais sans qu'en fait du sang soit versé. Il a suffi de la présence de ces hommes en uniforme. La Crimée est annexée par la Russie. Au même moment également, commencent des insurrections. Vous voyez, il y a des désordres en Crimée, et puis il y a des désordres aussi à l'est du pays, là où on est à la frontière russe. Et il commence à y avoir aussi des mouvements qui se déclarent séparatistes, mais on voit aussi arriver des hommes en armes sans un signe, dont on saura ensuite qu'ils ont été envoyés par Moscou. Pour la Crimée, on le sait très très vite, parce qu'un an plus tard, le président Poutine dira en 2015 « Oui, nous avons dépêché des forces armées sur place ». Il l'avouera. Il ne l'a pas avoué pour le reste du pays. Et puis qui demande également le rattachement, en fait, des régions ukrainiennes à la Russie. Demande à ce qu'il y ait un séparatisme et une déclaration de rattachement à Moscou. On sait aujourd'hui, parce que 10 ans plus tard, des enquêtes ont pu être menées, le rôle qu'a joué la Russie dans l'organisation de ces mouvements séparatistes, dans la prise de contrôle des administrations locales. Et aujourd'hui, on peut véritablement dire que, alors, il y a eu des acteurs locaux, bien évidemment, qui ont joué un rôle, et notamment un certain nombre d'élites, des maires, des chefs de police, etc., qui ont fait le choix de se dire si la Russie attaque l'Ukraine, l'Ukraine va perdre, donc on a intérêt à se ranger du côté de la Russie d'emblée. Mais en tout cas, on sait que en fait, ces sortes d'insurrections qui sont présentées plutôt comme des mouvements de guerre civile, de protestation d'une région contre la capitale, sont organisées par Moscou. Là, on est au printemps 2014, et en fait, il va y avoir une déclaration de 2 républiques séparatistes, la République séparatiste de Donetsk et la République séparatiste de Lugansk, et Kiev décide de lancer en fait une action armée pour remettre de l'ordre dans ces régions et pour répondre à ce qu'ils interprètent à juste titre comme une agression russe. Et on sera dans une phase de guerre de haute intensité. Alors, c'est là que la carte arrive. Vous voyez, tout en bas, en hachuré, enfin en rayure, c'est la péninsule de Crimée qui a été annexée par la Russie. Et les actions, en beige, vous avez le territoire ukrainien, et les républiques séparatistes, là où en fait, via une action d'agents russes et d'agents locaux combinés, on arrive à faire monter des mouvements sécessionnistes. C'est ce que vous voyez en rose machin là, dans les petites parties à l'est du pays. Nous avons, entre le printemps 2014 et l'hiver 2015, une phase de guerre de haute intensité dans cette région-là.
Alors, il s'agit d'une petite région, mais vous voyez, qui concerne une partie de la région de Donetsk et la région de Lougansk. Vous entendez aujourd'hui encore ces noms dans l'actualité. Mais dans cette phase de la guerre entre 14 et 15, on voit l'armée russe combattre. Ce sont des armes lourdes russes qui sont du côté séparatiste de la ligne de front et l'armée ukrainienne qui est de l'autre. Mais quelle armée ukrainienne, on en parlera. En février 2015, il y a un accord qui est signé, qui est une deuxième tentative déjà, un accord qui est signé qui arrive en fait à faire baisser l'intensité de la guerre et à non pas geler le conflit, mais disons l'enliser un petit peu. C'est ce qu'on appelle les accords de Minsk II en février 2015. Et que prévoient les accords de Minsk II? Ils prévoient que les armes lourdes se retirent du front, que les régions, en fait, que des points de passage soient installés pour que les civils puissent circuler, que le cessez-le-feu soit contrôlé par l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, mais surtout que ces régions, en fait, doivent être à terme réintégrées dans l'Ukraine après qu'on leur ait donné une très grande autonomie. Donc ça, c'est un peu le règlement politique. Alors, le règlement militaire, le cessez-le-feu tiendra à peu près, c'est-à-dire qu'il y aura des violations un petit peu tout le temps, mais effectivement beaucoup moins d'armes lourdes, beaucoup moins de morts. Et en revanche, le volet politique a été complètement stoppé parce que, on pourra en parler, mais les accords de Minsk étaient faits d'une telle manière que ça désavantageait véritablement l'Ukraine et la mettait plutôt en danger. Et donc, en fait, on rentre dans une phase qui va être beaucoup plus longue, qui chez moi est un petit point. Vous voyez, entre 14 et 15, je vous ai donné 5 points déjà. Et en fait, on en a qu'un pour désigner une période beaucoup plus longue qui, pour moi, est absolument centrale, la guerre de basse intensité entre 2015 et 2022. C'est-à-dire qu'on a toujours des forces armées qui combattent des deux côtés. On a toujours des morts. Le nombre de morts civils baisse considérablement. Grosso modo, vous avez à peu près 200 morts militaires par an. Et sur les dernières années, 2020-2021, vous avez une vingtaine de morts civiles par an. Et pour l'essentiel, en fait, la moitié de ces morts civiles, c'est des gens qui ont marché sur une mine. Et donc, qui finalement sont les victimes d'une phase précédente de la guerre plutôt que tués, en fait, au combat. Et en fait, souvent, on dit, vous voyez, cette guerre de basse intensité, c'est quelque chose qui fait pas du tout. C'est le moment où, par exemple, l'Ukraine disparaît des médias entre 2015 et 2022, des médias français ou des médias internationaux. Parce que vous décrivez pas une guerre de basse intensité. Il se passe pas grand-chose. Il y a un peu des échanges de feu, mais comment vous parlez d'échanges de feu? Et donc, en fait, on a l'impression que c'est une période un peu passive. Or, en fait, pour moi, et c'est pour ça que je me suis permise de vous donner cette chronologie, c'est pendant cette période-là que sont posées les bases, enfin, entre 2014 et 2022, que sont posées les bases qui permettent à l'Ukraine de résister aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'Ukraine résiste aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces années pendant lesquelles la société s'est considérablement transformée. Et c'est en ça aussi, vous voyez, mon apport en tant que chercheuse en sciences politiques, c'est-à-dire que je vais regarder ce qui se passe là où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Hein. Et constater qu'en fait, peut-être que politiquement, au niveau de l'actualité politique, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, mais au niveau des sociétés, il y a des transformations profondes qui sont en cours. Et en février 2022, vous avez l'invasion à grande échelle par la Russie, vous le savez, et la guerre de haute intensité. Alors, je vous ai mis ici un visuel, allez, une carte animée qui est faite par Le Monde. Vous la trouvez sur le site du Monde, la guerre en Ukraine en carte. Pour une raison que je ne comprends pas, le nom Ukraine a disparu de leur tableau, ça devient Kraïne, mais c'est bien de l'Ukraine dont il s'agit. Et en fait, c'est la timeline, vous voyez, depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant. Donc, on démarre, vous voyez, avec la Crimée annexée en 2022, la Crimée annexée depuis 2014. On démarre avec ces territoires séparatistes qui commencent. Et ce que je vais dérouler l'animation. Comme ça va très vite, ça vous permet de voir à quel point, en fait, vous allez voir que dans un premier temps, la carte bouge énormément. Vous avez vraiment une invasion du territoire ukrainien par la Russie. Mais qu'ensuite, on a l'impression que ça bouge quasiment plus ou très très peu.
On peut l'interpréter comme il ne se passe rien, mais en réalité, c'est une guerre de haute intensité. Il y a des combats intensifs. Vous voyez, hop, non. Come on. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre l'animation? Normalement. Alors, on va faire autrement. Est-ce que ça a marché, ça? Ok. Dans ce cas-là, on va faire autre chose. Guerre en Ukraine. Ça doit être en accès grand public, je pense. Voilà, hop. Voilà. Là, je peux vous le montrer. Donc, vous voyez, au début, vous avez vraiment une grande invasion. Et puis, en fait, la Russie est repoussée. Et la ligne de front, c'est ce que vous voyez aujourd'hui en rouge, les zones contrôlées par la Russie en rose, là où ça combat en rouge vif. Vous allez voir à un moment donné en 2023, en fait, une zone qui apparaît un petit peu en haut de la carte, 2023-2024, qui est en fait la manière dont l'Ukraine cherche à occuper une partie du territoire russe. Pourquoi ça ne se voit pas ici? Si, on le voit un petit peu. Vous voyez un bleu qui apparaît tout en haut, là où c'est un petit peu en haut. Mais grosso modo, en fait, c'est surtout de l'immobilité que l'on voit. Hein. Mais c'est pas de l'immobilité, parce qu'on est dans une guerre de haute intensité, donc les combats, en fait, sont très violents. C'est précisément de la résistance. Ce que l'on voit ici, c'est que l'armée russe avance avec des forces considérables, mais qu'en fait, l'armée ukrainienne la retient. Hein, et la retient dans des frontières, et depuis plusieurs années, depuis 3 ans maintenant, relativement stables. Hein, donc, c'est pas du tout une carte, en réalité, qui montre l'immobilité, mais qui montre des capacités de résistance extrêmement importantes. Donc, du coup, je vais revenir à mes slides. Et donc, c'est ça que... yes. Voilà. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, il faut se dire pour comprendre en fait l'ampleur de la transformation, il faut savoir ce que sont l'armée et la société ukrainienne avant 2014, c'est-à-dire avant que la révolution du Maïdan n'ait lieu et que la guerre ne démarre. L'Ukraine, en fait, en amont de 2014, est une société qui ne s'envisage absolument pas en guerre et qui n'est pas du tout préparée à faire la guerre. Et je pense que c'est un bon point de départ, vous voyez, pour voir, voilà, pour se poser tout un tas de questions. Alors, lorsque l'Union soviétique disparaît, donc l'Ukraine était une des républiques de l'Union soviétique, lorsque l'Union soviétique disparaît, grosso modo, chacun garde l'armée qu'il avait sur son territoire. La part de l'armée soviétique et la part des armes qui sont localisées sur le territoire du pays. Or, en Ukraine, vous avez effectivement beaucoup d'hommes qui sont stationnés de l'armée rouge, et vous avez beaucoup d'armes qui sont présentes sur place, et notamment un certain nombre de stations de lancement de missiles nucléaires. Pourquoi est-ce que c'est présent en Ukraine, à votre avis, et pas ailleurs? Une idée? Oui. Parce qu'on est effectivement sur le côté, vous avez raison, sur le côté occidental de l'Union soviétique, et donc on est au plus près en fait de l'Europe de l'Ouest. On est au plus près du bloc de l'Ouest. Je vous montrerai une photo de station de lancement de missiles telle que je l'ai observée quelques années plus tard. Mais en tout cas, il y a une certaine puissance militaire qui est là à la fin de l'URSS, mais c'est une sorte de fausse puissance militaire aussi, parce que, vous voyez, c'est une armée qui couvrait tout le territoire de l'URSS. Vous avez la station, les postes de lancement de missiles qui sont là, mais par exemple, l'entretien de l'arsenal nucléaire, lui, va se faire dans une autre région. Hein. Et la formation des officiers, des officiers de ce corps d'armée se font aussi peut-être se faisait dans un endroit différent qui n'était pas l'Ukraine. Donc en fait, on a à la fois, comment dire,
Et c'est comme si vous avez un appartement dont les propriétaires obtiennent chacun une chambre. Alors peut-être que celui qui a la salle de bain, bah, il est super content parce que c'est le seul à avoir accès à l'eau, mais en revanche, il a nulle part où dormir. C'est-à-dire que c'est vous voyez, une distribution très asymétrique. Et donc, en fait, en 1991-92, lorsque l'Ukraine devient indépendante, elle a la partie des troupes qui étaient stationnées sur son territoire et qui correspondent à 400 000 hommes. 400 000 hommes, c'est beaucoup, en fait, pour un pays qui fait à l'époque 40-50 millions d'habitants. Alors, le deal, en fait, à l'époque, c'est si vous êtes un officier basé dans un pays qui devient indépendant, vous pouvez soit rester dans ce pays et devenir citoyen de ce pays, enfin, c'est pareil pour les civils d'ailleurs, soit vous pouvez revenir dans votre région d'origine. Et donc, voilà, les 400 000, c'est une fois que tous les non-Ukrainiens qui étaient dans l'armée ukrainienne sont partis, et une fois que les Ukrainiens qui étaient basés dans d'autres régions de la Russie sont revenus. Donc, on est sur un nombre assez basique. Et tout au long des années post-soviétiques, des années de l'Ukraine indépendante, le nombre de soldats de l'armée ukrainienne va baisser considérablement. Tous les ans, on va diminuer les effectifs. J'ai un tableau comme ça, année par année, où on voit à quel point ça baisse, pour arriver à 160 000 hommes en 2013, juste au moment où voilà, la guerre, enfin la veille du début de la guerre dans le Donbass. Alors 160 000 hommes, c'est pas ridicule en fait. Hein. On a effectivement une baisse une baisse assez drastique. Ça, c'est militaire et civil. Dans les militaires, il y en a à peu près 120 000. C'est pas ridicule. Si on pense à l'armée française aujourd'hui, c'est environ 200 000 personnes. Vous voyez, donc on est quand même sur des effectifs qui sont pas nuls. Mais en fait, surtout, cette armée est en très mauvais état, dans la mesure où le pouvoir, non seulement n'a pas investi dans ses forces armées, mais tout au long de ces années, en fait, a considérablement diminué les financements, les équipements, qu'il n'y a pas eu de modernisation. Il y a eu un peu de partenariat avec l'OTAN, mais vraiment très, très light. Les budgets sont vraiment insuffisants. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait le calcul du budget qu'il faut à ces forces armées juste pour se maintenir, vous voyez, pour payer les salaires, pour entretenir un peu les locaux, sans aucune amélioration, sans conduire d'entraînement militaire. Et si on fait cette somme-là, vous voyez, et ben, en fait, l'armée ukrainienne touche 40% de cette somme minimale. Donc vraiment, on est sur une armée très, très sous-financée, qui du coup devient corrompue, parce qu'il faut bien que les officiers se rémunèrent. Et donc, voilà, il loue les locaux, il touche des pots de vin ici et là. Les entraînements et la formation militaire ne sont vraiment pas conduits. On a les armes qui sont utilisées sont des vieilles armes soviétiques. Il y a très peu d'arsenal moderne. Vous avez un très faible nombre de soldats qui, effectivement, vous avez quelques militaires qui sont entraînés pour intervenir notamment dans le cadre de partenariats, comme Casque Bleu de l'ONU, par exemple. Vous avez un certain nombre de personnes qui continuent à s'entraîner, mais on estime, au moment où la Russie annexe la Crimée, que l'armée ukrainienne compte sur ces 160 000, 6 000 soldats véritablement entraînés et équipés pour combattre. Donc vous voyez la grosse disproportion, on est sur une armée quasiment inexistante. On apprendra par ailleurs que cette armée est beaucoup infiltrée par la Russie. Alors infiltrée est peut-être pas le bon mot, mais grosso modo, l'essentiel des officiers qui servent dans l'armée ukrainienne à l'époque sont de la vieille génération, ont été formés à l'époque soviétique, ont gardé des liens forts avec des collègues à Moscou et sont donc sensibles en fait à ce que leur disent les collègues à Moscou. Alors ça, c'est au niveau de l'armée. Et au niveau de la société, eh ben, on a une société qui, en fait, et ça vous le comprendrez très très bien, qui ne perçoit absolument aucune menace tangible dans les années à venir. J'ai un sondage très intéressant que je ne vous ai pas montré ici. On demande aux Ukrainiens quelles sont les menaces. On est aux alentours de 2010, donc on est, vous voyez, 3 ans avant que ça ne démarre, 3-4 ans avant que ça ne démarre. On leur pose la question, quelles sont les menaces pour votre pays qui vous paraissent les plus graves? Et c'est une liste ouverte, donc les gens peuvent nommer en fait toutes les menaces possibles. Et donc au début, vous avez une longue liste de problèmes intérieurs. Niveau de vie,
insécurité à l'intérieur du pays, services publics qui commencent à être défaillants, corruption des dirigeants, incapacité mauvaise qualité des dirigeants, tadam, tadam, vous voyez, ça déroule, ça déroule. Là, une menace extérieure arrive aux alentours de 5% de la population pour dire ah peut-être le terrorisme, parce qu'on est, vous voyez, on est dans des années où on parle énormément d'attaques terroristes, et l'invasion, une agression militaire de la part de la Russie est mentionnée par 3% d'Ukrainiens. Les mêmes 3%, enfin les mêmes peut-être d'autres 3%, il y a 3% d'autres Ukrainiens qui disent une menace militaire de la part d'un pays de l'OTAN. Ouais, donc, mais c'est vraiment super marginal. Vous voyez, 3%, on est sur quasiment de la marge d'erreur. Et donc, on a une population qui n'anticipe absolument, qui ne pense absolument pas qu'une guerre serait possible sur son territoire. Et surtout pas une guerre, en fait, de la part du voisin le plus proche. Et c'est vrai que moi, quand je relis ces chiffres aujourd'hui, on en parlera peut-être avec vous, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le parallèle avec nos sociétés, par exemple, qui sont aussi, si on demande à un Français de dérouler la liste des menaces, l'agression de votre territoire de la part d'un État, vous voyez, avant 2022, par exemple, ça aurait été agression de la part de la Belgique, come on, vous voyez, agression de la part des États-Unis. Alors peut-être qu'aujourd'hui on répondrait pas de la même manière, mais en tout cas, vous voyez, cette idée que en fait les menaces sont surtout intérieures, politiques, sociales, etc., et absolument pas dans une invasion du territoire. Et ben les Ukrainiens, enfin, je pense que c'est une idée que l'on partage beaucoup en France, mais les Ukrainiens avaient complètement cette perception-là au moment où l'agression armée intervient. Et par ailleurs, ils n'ont absolument pas une vision très. Alors, l'armée s'en sort pas trop mal dans les institutions les plus populaires, impopulaires, etc. Mais par contre, le service militaire, par exemple, qui existait jusqu'en 2012-2013, il est supprimé en 2012-2013. Il serait supprimé seulement 1 an parce que dès que la guerre démarre, on le rétablit. Mais en tout cas, le service militaire, tous les Ukrainiens avec qui on discute considèrent qu'il s'agit de la chose la plus inutile au monde, que ça ne correspond absolument pas aux besoins des forces armées. Les gens ne font pas leur service militaire, l'évitent militairement, l'évitent le plus possible. Je vous parlerai je vous montrerai les photos d'un de mes interviewés qui fait ça. Donc, voyez, et donc en fait, vous voyez la situation. La Russie a conduit une guerre qui est un peu une guerre hybride, mais qui est néanmoins une guerre avec une dimension militaire très forte contre l'Ukraine sur son territoire, et on a des forces armées qui ne sont pas capables de combattre. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors oui, avant qu'on parle de ça, je voulais vous parler de l'arme, montrer les images d'armes nucléaires. L'Ukraine donc détenait une partie d'arsenal nucléaire. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'actualité. Détenait une partie de l'arsenal nucléaire et donc notamment ces stations de lancement de missiles. Elle les a abandonnées volontairement. Je pense qu'il n'y avait pas trop le choix en fait. Elle pouvait pas trop les garder. Mais en tout cas, l'acte d'abandon volontaire de l'arme nucléaire a été fixé dans un document qui s'appelle le Mémorandum de Budapest. Et le Mémorandum de Budapest a eu des volets politiques et des volets sociaux. Le volet politique, c'était que les pays signataires du mémorandum s'engageaient à ne jamais attenter à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Parmi les signataires, il y avait la Russie. Donc, mémorandum de Budapest joyeusement violé très très vite. Mais dans le volet social, vous aviez donc le démantèlement de l'arsenal et vous aviez la reconversion d'une des stations de lancement de missiles en musée. Et donc, c'est ça que vous voyez ici sur cette image. C'est une des stations de lancement de missiles qui est tout au sud de l'Ukraine. J'ai mis ça sur une carte, qui a été transformée en musée de l'arme nucléaire. Et ce qui est très drôle dans ce musée, c'est que les guides, en fait, c'est les anciens officiers de l'armée de l'air, des forces armées nucléaires de l'Union soviétique, qui sont restés en fait sur place et qui travaillent en tant que guides. Et donc les gars, en fait, ils sortent vous accueillir en short et claquettes. J'y étais en plein été, mais c'est des anciens officiers qui s'apprêtaient à détruire l'Occident en fait en lançant des missiles. Aujourd'hui, enfin en amont de la guerre qui a lieu aujourd'hui, il y avait vous voyez, vous aviez une zone où étaient exposées des têtes nucléaires, etc. Enfin, bien évidemment, sans armes à l'intérieur, des films qui racontaient la vie de la base. Finalement, tout ça paraissait complètement siècle dernier, voyez, et désuet quand on visitait la station de lancement de missiles.
Voilà. Alors, donc 2014, qu'est-ce qui se passe en 2014? On a une armée dont les Ukrainiens savent eux-mêmes qu'en fait, elle est incapable de résister, hein, qu'elle pourra pas faire face. Et ce que fait l'État à ce moment-là, c'est que d'un point de vue législatif, il dit, enfin voilà, il adopte des textes qui disent, bah, si les Ukrainiens veulent se rassembler, enfin s'engager volontairement pour combattre, ils ont la possibilité de le faire au sein de ce qu'on appelle des bataillons volontaires qui sont autorisés. Ils ne sont pas du tout créés par l'État ukrainien, c'est pas l'idée, mais on autorise en fait les citoyens à s'engager par leurs propres moyens, parce qu'en fait, les institutions militaires peuvent vraiment pas faire face. Moi, j'en parle dans le petit bouquin. J'ai le récit d'un de mes interviewés. Donc, j'ai conduit des interviews avec des gens sur cette première période de la guerre, sur ceux qui se sont engagés pour combattre. Et il me dit, bah, en fait, moi, mon premier réflexe, c'est de venir au bureau de recrutement militaire lorsque l'annexion de la Crimée a lieu, parce que je me dis, une guerre a commencé. C'est un fils de militaire, voilà, il a un peu le sens du devoir. Il arrive au bureau de recrutement militaire. Il y a une petite masse d'hommes de son âge qui sont déjà là devant. C'est un jeune, il a 30 ans, il est guide de tourisme. Et il dit, mais en fait, à l'intérieur du bureau de recrutement, eh ben, il n'y a personne. Il y a juste une vieille dame qui est assise là, retourner des papiers. Et il lui dit, oh, mais mon petit oh, mais il se passe rien. S'il se passe quelque chose, on vous appellera. Et puis, on lui file, voilà, on prend son numéro de téléphone et il rentre chez lui. Et en fait, donc, c'est pas forcément là que ça va se passer dans un premier temps. C'est pas dans l'armée régulière. Mais des civils qui sentent, en fait, qui interprètent ce qui se passe à l'est du pays et en Crimée comme une agression armée contre leur pays, en fait, vont se rassembler et vont s'engager dans des bataillons volontaires. Donc, ils ne signent pas un contrat avec l'armée. Certains vont signer un contrat avec le bataillon, mais en fait pas tous, parce qu'en réalité c'est tellement le désordre que c'est extrêmement souple. Vous avez envie de prendre une arme, vous trouvez le bataillon, vous venez, on vous dit ok tu peux rester. On vous donne pas d'armes, on vous donne pas d'uniforme, on vous donne pas d'équipement, mais en tout cas vous pouvez partir sur le front et puis à un moment donné, bah, vous récupérez une arme soit sur l'adversaire, soit finalement ça finit par arriver, etc. Et donc en fait, comment est-ce qu'on s'équipe, comment est-ce qu'on se nourrit? Vous avez des gens à l'arrière, les gens que vous connaissez, qui savent que vous êtes parti au front, qui vont s'organiser pour collecter de l'argent et vous acheter un uniforme. Un gilet pare-balles, collecter de l'argent et vous acheter un gilet pare-balles. Vous ramenez en fait sur le front de l'eau potable et de la nourriture. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ce truc de briques et de broc? Parce qu'en réalité, c'est vraiment c'est le point de départ. C'est là la base dont de la manière dont les Ukrainiens conçoivent la guerre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une espèce de tout ce qui compte. L'armée devient, enfin, le maintien de l'armée devient l'affaire de tous. Et la société, en fait, considère que, puisque l'État n'en est pas capable, elle a un rôle à jouer dans l'approvisionnement de ces armées, dans le fait de les nourrir, dans le fait de les soutenir, dans le fait d'intégrer les blessés ensuite, dans le fait de payer pour les soins d'un combattant qui va être blessé au front. Les combattants s'auto-organisent d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai suivi assez précisément le sort des combattants d'une petite brigade qui s'est donné le nom. Donc tout ça, c'est essentiellement des Kieviens, des habitants de la capitale. La brigade qui s'est donné le nom de la brigade Bob Marley. Donc qui sont un peu ça. Le point de départ, c'est une bande de copains en fait qui étaient ensemble sur le Maïdan, qui participaient à la mobilisation et de l'engagement. C'est là que vous voyez, je vais vous parler en tant que chercheuse d'engagement militant. Ils passent à un engagement militaire, c'est-à-dire qu'ils vont partir ensemble au front. Et se retrouver en fait comme unité au sein d'un des bataillons volontaires qui s'appelle le bataillon Haïdar. Il y en aura eu une trentaine en fait de bataillons volontaires et qui vont combattre en 2014-2015 au sein du bataillon Haïdar. Alors vous avez des profils sociaux extrêmement différents dans cette petite brigade. Là par exemple vous avez le commandant, c'est un avocat. Il est il est aujourd'hui de retour au front. Celui-ci, c'est un chercheur en biologie moléculaire. Là, je me rappelle pas de tous.
lui, ça va être un des personnages dont je vous parlerai dans quelques instants. Il est étudiant, en fait, enfin, il vient de finir ses études en études culturelles et en fait, il gagne sa vie en faisant des sites web. Alors, comme c'est des Kieviens, c'est essentiellement des urbains plutôt cadres, mais dans dans les autres corps d'armée que j'ai suivis, vous avez aussi des ruraux, des gens qui ont des profils extrêmement différents. Mais là, ils sont tous plutôt homogènes parce qu'en fait, ils se rassemblent comme une bande de copains et ils partent combattre. Et là, ça, c'est une image qui est tirée de la page Facebook de la brigade à l'époque en 2015. Non, j'ai fait quelque chose de pas bien. Oui. Et déjà sur cette photo, vous voyez le petit drapeau ukrainien, le logo du bataillon. Et en fait, ça c'est un numéro de téléphone pour les joindre. Et ça, en fait, c'est les coordonnées d'un compte bancaire. D'un compte bancaire, pourquoi? Pour soutenir la brigade. Et aujourd'hui encore, oui, quand je vous dis qu'il y a des logiques qui continuent, aujourd'hui encore, chaque unité militaire qui a besoin, en fait, pour qui le financement de l'État ne suffit pas, va avoir des moyens de collecter de l'argent, de demander de l'aide financière ou de l'aide logistique aux citoyens. Ça ne va pas être en donnant un numéro de compte. Aujourd'hui, on scanne un QR code. C'est un petit peu différent. Mais en tout cas, il y a cette idée que, en fait, la société doit contribuer parce que les Ukrainiens, en fait, et c'est là que pour moi, c'est un point très important. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens font ça? Les Ukrainiens font ça, et c'est un peu l'idée centrale du petit bouquin aussi, parce qu'ils ont précisément la perception que leur État est faible, que leurs forces armées sont faibles, et que donc, la conséquence qui en est tirée, c'est que si eux-mêmes ne font pas les choses, et ça ne pourra pas être fait. Hein. Et si eux-mêmes ne s'engagent pas pour leur défense, il n'y aura personne qui les fera à leur place. Voyez. Et donc, paradoxalement, l'idée de méfiance vis-à-vis des forces armées, de méfiance vis-à-vis de l'État, de cette idée que on a un État qui... les Ukrainiens me disent, on sait que... Enfin, me disaient dans ces années-là, ça a un petit peu changé maintenant, me disaient dans ces années-là, notre État, s'il peut foirer quelque chose, on sait qu'il va le foirer. Et donc, en fait, il faut tout le temps il faut reprendre le contrôle, il faut s'auto-organiser, et c'est ça qui va un peu façonner ses capacités de défense. Alors, vous allez, en 2000, lorsque je conduis ces recherches, vous voyez, sur ces combattants qui partent, ces civils qui partent au front et qui deviennent combattants en 2014-2015, on a une inquiétude à ce moment-là, enfin, on me pose beaucoup la question, est-ce que ça va pas devenir une milice qui va se retourner contre l'État ukrainien? Ou est-ce que, par exemple, l'État ukrainien ne va pas complètement disparaître à cause de ces brigades? Pourquoi? Parce qu'on part tous d'une définition de l'État qui est, là, un peu de concept de sciences politiques aussi, l'État qui est l'autorité, l'instance qui, sur un territoire donné, a le monopole de l'exercice de la violence légitime. C'est-à-dire l'État est le seul qui est capable, qui a l'autorité pour prendre les armes, pour tenir les armes et pour exercer la force. Or là, vous voyez, vous avez des brigades autogérées, et on s'est dit, c'est une dilution de la violence légitime, et donc il n'y a plus d'État, si l'État n'est plus le seul à avoir les armes. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Déjà parce qu'en fait, ce ne sont pas du tout des groupes armés qui sont contre l'État, mais qui agissent en soutien de l'État et qui se pensent comme ça. Et aussi parce que, en fait, les forces armées vont quand même finir par se réorganiser progressivement. L'État ukrainien va mobiliser des citoyens, ce qui n'avait pas été fait depuis la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, donc ça va être un peu un moment de choc. Mais ils vont surtout mobiliser en fait des gens qui sont des officiers partis à la retraite, ou alors des gens qui viennent tout juste de finir leur service militaire. Donc ça se passe plutôt pas mal. L'État commence à s'armer, à recruter, à augmenter les salaires, à améliorer la formation militaire des combattants. Et donc en fait, un an après le début de la guerre, vous voyez, à peu près tout de suite après les accords de Minsk, vers peut-être pas février 2015, mais en tout cas fin de l'été 2015, l'État ukrainien dit à ses bataillons volontaires, écoutez, maintenant, en fait, on réorganise les forces armées. Donc, soit vous signez un contrat avec l'armée et on intègre votre brigade dans les forces armées régulières, soit vous vous démobilisez et vous repartez chez vous. Et c'est ce qui va se passer. Vous aurez une partie des gens,
pas négligeable, mais pas une énorme partie non plus, qui vont rester dans l'armée et en fait, tous les bataillons volontaires vont être réintégrés dans les forces armées ukrainiennes. Et une autre qui va, où les gens vont retourner à la vie civile. Mais alors, ils vont, là où c'est pour moi, c'est très intéressant, c'est que ceux qui vont retourner à la vie civile vont pas du tout considérer que la guerre est terminée et qu'ils n'ont plus rien à faire et qu'ils retournent à leurs affaires d'avant, en fait. Ils vont continuer, ils vont construire dans la vie civile la défense de leur pays. Et c'est ça que, c'est en ça que pour moi la période 15-22 est aussi importante. Et donc, vous voyez, cette brigade Bob Marley, bah, juridiquement, elle n'existera plus. Enfin, déjà, elle n'existait pas juridiquement, c'était totalement informel, mais le bataillon Haïdar n'existera plus. L'ancien bataillon Haïdar va devenir une unité militaire Haïdar avec un numéro d'unité militaire, avec une hiérarchie, avec un officier à son commandement. Et c'est là que commenceront en fait des années de réforme. Alors voilà, ça c'est le gars sur lequel j'avais pointé au milieu en bas de la photo, un de mes interviewés. Alors toutes les photos que j'utilise ici, sauf celles où j'ai flouté les visages, sont des comment dire, dans mes présentations, j'utilise essentiellement des photos de sources publiques. D'ailleurs, c'est beaucoup des médias ukrainiens, leur page Facebook en mode public ouvert à tout le monde, etc. Comme ça, on n'a pas des problèmes de confidentialité des photos. Donc, le jeune homme s'appelle Dmitro Lavrenchuk. Et donc, Dmitro Lavrenchuk est issu d'une famille kievienne un peu aisée, enfin un peu aisée. Ils sont classe moyenne sans trop de problèmes d'argent. Il est étudiant dans une fac de lettres assez prestigieuse à Kiev en études culturelles. Il termine ses études, il trouve pas de job, il se trouve pas trop d'ailleurs, voilà, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc il fait un peu de la fabrication de sites web et du content management sur des sites web. Il est engagé sur le Maïdan, il y rencontre un certain nombre de personnes. Quand ils sentent que ça commence à chauffer à l'est du pays, ils commencent à s'entraîner et donc en fait ils partent ensemble au sein du bataillon Haïdar. Alors, ce qui se passera avec Dmitro, c'est qu'il va être très grièvement blessé sur le front en été 2014. Là, c'est par exemple la photo de gauche a été prise par un photographe français qui s'appelle Guillaume Herbeau, qui faisait des reportages de guerre et qui continue à faire des reportages de guerre en Ukraine. Et donc, voilà, il faisait des photos de soldats blessés. Donc là, vous voyez, sur Dmitro, il y a des cicatrices un peu partout. Et ça, c'est la phase où il va déjà bien, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, il va être entre la vie et la mort. Il va y avoir des collectes d'argent organisées par la brigade Bob Marley et le bataillon Haïdar pour pouvoir soutenir ses soins, parce que l'armée n'est pas capable et l'État n'est pas capable de lui offrir tous les soins qui sont possibles. Et donc, il va se démobiliser assez tôt. De toute façon, il va être pendant tout un moment inapte au service, à retourner dans l'armée. Et ce que fait Dmitro, en fait, et ça, c'est une photo qui date non pas d'avant la guerre, mais de 2017. Ce que va faire Dmitro, et c'est le moment où je le rencontre, c'est s'engager dans des projets de soutien aux vétérans. Et donc, il monte une association de vétérans, donc de gens qui sont comme lui, qui ont combattu et qui ont besoin d'un certain nombre de soutien, réintégration, etc. Un vétéran dans l'armée ukrainienne, il a 25-30 ans. Hein, c'est pas le vétéran, c'est pas le vieux monsieur ou la vieille dame. Donc il va participer à tout un tas de projets. Il va être partie d'un projet littéraire. Il va écrire une nouvelle. Il va monter une ONG, puis une autre ONG, et il va notamment en fait être dans le staff, dans la première équipe d'une ONG dont je vous parlerai encore, qui s'appelle Come Back Alive, Reviens Vivant. Et Come Back Alive, en fait, au début de la guerre, ils ont plein de projets. Donc lui, il dirige le volet vétérans et insertion des vétérans. Mais vous avez d'autres volets du projet qui vont beaucoup plus se développer, qui en fait servent à collecter de l'argent pour cette ONG pour acheter de l'équipement pour les forces armées. Les premiers gilets pare-balles et les premiers casques, c'est Come Back Alive, en fait, qui les livre sur le front aux combattants ukrainiens. Et Come Back Alive fonctionne toujours. Aujourd'hui, c'est l'une des ONG les plus puissantes en fait qui aide l'armée ukrainienne. C'est toujours des dons, des partenariats, on vous en parlera. Mais aujourd'hui, elle achète des armes lourdes. Elle achète aussi beaucoup. Elle investit beaucoup dans les technologies d'innovation et la fabrication de drones. Et donc Dmitro va faire ça pendant ces années
pendant ces années d'entre-guerres. Et donc, en fait, il va, comment dire, il va façonner aussi, il va se créer un réseau de, de personnes qui sont engagées dans le soutien aux forces armées, parce que ce qu'il me dit on a fait plusieurs entretiens, ce qu'il me dit à chaque fois, c'est la guerre est en cours et il faut qu'on en ait conscience. Rien n'est terminé. La prochaine phase va arriver. Et en fait, ils sont beaucoup comme ça à me dire la prochaine phase va arriver, notamment parmi les anciens combattants. Alors, la prochaine phase va arriver, ça sonne un peu creux, vous voyez, entre avant 2022, parce qu'on ne croit pas du tout qu'il va y avoir une attaque d'une telle intensité. Et bien évidemment, c'est pas creux du tout. Hein. Mais ce qui est important pour moi, et j'en ai parlé dans un article que j'ai publié sur le sujet, c'est qu'on a tout un pan de la société ukrainienne qui est ce qu'on appelle sur le qui-vive, c'est-à-dire qu'ils sont en état d'alerte, y compris dans ces années où en apparence il fait rien. Et en étant dans cet état d'alerte, eh ben, ils vont beaucoup demander à ce que l'armée ukrainienne soit modernisée, à ce que les choses soient transformées, à ce qu'on se prépare plus, à ce que les infrastructures soient en place. Et par exemple, lui, dans ses projets sur les vétérans, il va beaucoup être en contact avec avec d'autres pays comme Israël ou les États-Unis, où ils ont des bonnes et des mauvaises expériences de gestion de vétérans de conflits armés, pour par exemple retrouver, s'interroger sur quelles sont les pratiques, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les problèmes que rencontrent les vétérans, quelles sont les solutions qu'on a trouvées dans d'autres pays, et donc mettre en place un système qui est déjà assez performant. Alors, l'une des méthodes que moi j'utilise en sciences politiques, vous voyez, j'utilise plusieurs méthodes. Vous avez compris l'entretien avec des acteurs, mais aussi en fait dans l'entretien, vous avez une sous-méthode qui est le suivi. C'est-à-dire qu'on va prendre un interlocuteur et on va le suivre d'année en année. On va retourner régulièrement le voir, se mettre en contact avec lui, pour voir précisément ce qui a changé, comment est-ce qu'il évolue, etc. Et souvent, en fait, vous voyez, c'est pas comme un rendez-vous médical. Bon, alors où on est ce bras et cette jambe depuis l'année dernière, est-ce que vous vous sentez mieux? C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'on est dans l'entretien est une interaction humaine, très humaine. Hein, voilà, on parle de leur vie, de leurs ressentis, de leurs expériences, de leur analyse de la situation. Donc au final, pour certains, on développe une relation quasi amicale. Pour tous, on développe une relation cordiale. On est en fait heureux de se retrouver. Ils sont aussi, voilà, c'est-à-dire que je leur donne quelque chose. Je leur donne pas d'argent, bien évidemment, mais je leur donne quelque chose de moi-même pendant l'entretien. Et donc, en fait, la manière dont je le fais concrètement, par exemple, c'est que beaucoup de mes interlocuteurs sont mes contacts sur les réseaux sociaux. Les Ukrainiens utilisent beaucoup Facebook. On devient très vite amis Facebook. Et donc, ça me permet aussi de voir au fur et à mesure des années sur quoi ils postent, ce qui les préoccupe, où ils en sont, ce qu'ils annoncent. Donc, je suis pas complètement déconnectée. Et puis, périodiquement, par exemple, quand je viens en Ukraine, je les contacte en disant, est-ce qu'on se voit? On se voit pour un café et on refait un entretien. Et je comprends, en fait, ce qui a changé, comment ils ont évolué. Donc ça fait partie des méthodes que j'utilise. Et j'en utilise une autre, je vous en parlerai, qui est l'observation. Et donc, en fait, Dmitro, là, je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé bon, voilà, on s'était pas entretenu depuis le Covid, en fait, avant le Covid. Et après le Covid, en fait, je l'ai retrouvé en 2023. On a fait un entretien à Kiev au moment où il était sur le départ sur le front. Et en fait, Dmitro, ce qu'il a fait, c'est que voilà, la guerre de haute intensité le trouve étudiant. Il a repris des études pour faire un master en management de projets publics, parce qu'il veut devenir, voilà, il voulait faire un petit peu carrière. Et donc, en fait, il finit ses études et il se réengage cette fois-ci comme officier avec l'expérience qu'il a dans les forces armées. Donc ça, c'est une capture d'écran d'une vidéo où il parle déjà en étant de retour sur le front de son expérience en tant que combattant. La vidéo est de 2024, je pense à peu près. Donc, vous voyez, un parcours, oui, ce que je voulais vous dire sur lui aussi, c'est que Dmitro est celui qui, quand on se voit pour la première fois en 2015, me dit, quand je lui pose la question, est-ce que vous avez fait votre service militaire, par exemple? Il me dit, ah non, mais le service militaire, c'est repeindre l'herbe en vert, ça sert à rien.
voyez, on fait des trucs totalement inutiles. Ça ne prépare à rien un être humain. Donc, bien évidemment que j'ai tout fait pour ne pas faire mon service militaire. Et de fait, il l'a pas fait. Il avait absolument aucune préparation militaire au moment de partir au front. C'est lui qui est le guitariste de la brigade Bob Marley. Donc, il y a plein de vidéos de lui en train de chanter plein de chansons, voilà, avec les potes. Mais lorsqu'on se retrouve en 2023 et qu'il est officier, et dans ses fonctions d'officier, il a des fonctions d'encadrement, c'est-à-dire qu'il gère une équipe d'hommes. Il me dit, il a cette phrase avec moi, et je me dis, mais tu devrais te réécouter en fait en 2015, Dmitro, il dit, l'armée, ça peut quand même pas fonctionner comme une officine IT. Il faut de la discipline, il faut oui, il faut un certain nombre, il faut que ce soit un peu carré. Et quand on mesure l'évolution entre la brigade Bob Marley et le guitariste, vous voyez, le jeune guitariste, et l'homme qu'il est aujourd'hui, on voit aussi à quel point la guerre est transformatrice, alors pour la société, mais pour chacun de ces hommes, par sa manière de voir le monde et sa manière de voir, voilà, de voir la façon de combattre. Et ça, moi, je le constate chez beaucoup de mes interlocuteurs. On continue. Alors, sur la dernière partie, je vais vous donner plusieurs exemples en fait de la manière dont la société ukrainienne s'est transformée. Ne lisez pas les petits cubes pour l'instant, ça a pas, les trucs bleus, les lisez pas pour l'instant, je vous expliquerai. Donc grosso modo, dans quand on pense à la défense d'une société et à la conduite de la guerre, on pense à l'armée. Normalement, le E, il n'était pas censé avoir basculé comme ça. C'est logique. Hein. On considère que c'est une armée qui conduit la défense du pays. Et à côté de l'armée, bah, vous avez la société. Et la société, en fait, souvent dans des analyses, et c'est là que moi je vais avoir un peu un apport, je pense, ce que je vais produire comme travaux va permettre peut-être de nuancer un peu cette vision. Souvent, on voit une distinction, vous voyez, entre l'armée et la société, entre les civils et les militaires, mais aussi entre le front et l'arrière. On distingue ce qui relève du front et on distingue ce qui relève de l'arrière. Et on considère que, grosso modo, bah, la défense, ça doit être fait par l'armée. La conduite de la guerre, ça doit être fait par l'armée. Et en fait, la société civile derrière, elle doit faire quoi? Elle doit soutenir moralement et elle doit s'investir économiquement. Par exemple, produire, je sais pas, l'économie de guerre, vous voyez, c'est à la fois produire des armes, mais aussi accorder un certain nombre de ressources aux forces armées, mais c'est un peu le rôle que l'on lui laisse. Et en fait, dans le cas ukrainien, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'on voit très clairement à quel point il y a un espace qui n'est ni civil ni militaire, qui n'est ni l'armée ni les citoyens complètement civils, et qui est celui dans lequel précisément réside la clé de cette résistance ukrainienne. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine résiste non pas seulement parce que l'armée est devenue plus forte sur le terrain, pas seulement parce que la société soutient la guerre, mais parce que vous avez un très large groupe de population, vraiment une bonne partie de la société, qui en fait s'investit dans des activités de défense, dans des activités qui sont, qui les placent, qui en font aussi d'une certaine manière des combattants de la guerre, sans qu'ils aient pour autant un statut de militaire. Et donc, c'est ce que j'appelle l'espace intermédiaire des activités de défense, qui consiste en quoi? Qui consiste aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de statut de militaire et qui arrivent avec des initiatives, souvent qui partent par le bas, qui partent par le terrain en Ukraine, ils s'investissent dans, par exemple, le recrutement militaire. Aujourd'hui, la question du recrutement dans les forces armées est en grande partie portée par, je vous donnerai un exemple concret, porté par des initiatives en fait venues de la société civile et venues par le bas, qui réfléchissent à la manière dont l'armée pourrait recruter plus efficacement. Le soutien aux vétérans, bien évidemment, mais aussi par exemple l'achat d'équipements et d'armements. Vous avez entendu parler de l'usage des drones sur le champ de bataille en Ukraine. En fait, l'économie du drone et de l'innovation du drone, c'est porté par des gens qui ne sont pas sur le front, les gens, qui en même temps sont sur le front, c'est-à-dire qu'ils sont en interaction permanente avec le front, mais qui sont des initiatives civiles. Parfois, c'est à l'échelle d'un garage,
Parfois, c'est quasiment industriel, mais ça reste très, très privé. Et vous avez beaucoup d'ONG qui sont investies aujourd'hui et de fondations qui sont investies aujourd'hui, non seulement dans l'achat d'équipements là où on en manque, mais aussi dans l'innovation dans l'équipement, hein, de trouver des choses, voilà, trouver des choses nouvelles. La technologie et les recherches qui accompagnent ça c'est beaucoup fait dans cet espace intermédiaire des activités de défense. Mais ce qu'il faut se comprendre, c'est que c'est pas du tout organisé par l'État. C'est pas l'État qui dit à l'entreprise machin, tu vas faire ça et tu vas faire ça par la guerre. Il s'agit de choses où les gens s'auto-organisent et le font sans soutien financier ou sans commande de l'État. La formation militaire. Ça aussi, par exemple, d'habitude, vous voyez, par exemple, la formation aux armes, eh ben, ça doit être fait par l'armée pour l'armée. Hein. C'est les militaires qui forment un soldat. En fait, comme l'Ukraine manque de ressources pour ça, eh ben, vous avez énormément de civils qui sont investis dans la formation des combattants. Et la formation des combattants est assurée aussi d'en bas pour la société. Vous avez par exemple des gens qui vont tourner dans les unités militaires pour faire des sessions de perfectionnement au tir, parce qu'ils ont le profil qui leur permet de le faire. J'ai par exemple un de mes interlocuteurs deux de mes interlocuteurs, parce que c'est un couple, un homme et une femme, ils font tout ensemble, qui sont professionnellement gardes du corps. Et donc en fait, gardes du corps de personnalité. Donc ils sont formés au maniement des armes, et du coup eux, ils tournent en fait de manière complètement informelle, parce qu'ils connaissent un commandant, ils tournent d'une unité militaire à une autre pour proposer des séances de combat urbain et de perfectionnement en fait aux combattants d'une unité, parce que ils savent faire et que les autres savent pas faire. Le soin aux blessés et l'évacuation, j'en reparlerai. Ça aussi, l'armée n'a pas les capacités de le faire, et donc c'est des gens de la société qui s'y engagent. Tout ce qui est software, aujourd'hui, les Ukrainiens, par exemple, utilisent tous des applis sur leur smartphone des applis sur leur smartphone pour plein de choses, et notamment pour les alerter des attaques aériennes. Donc vous avez par exemple une appli qui est utilisée massivement en Ukraine qui s'appelle Air Alert, qui vous envoie une notification à chaque fois qu'il y a une alerte aérienne, et vous pouvez regarder sur la carte, cliquer et regarder sur la carte d'où est parti le missile qui vous arrive dessus. Est-ce que c'est un missile? Est-ce que c'est un drone? Et donc si c'est un drone, vous vous dites je vais peut-être pas aller à l'abri parce il y a des chances qu'il soit abattu. Si c'est un missile, on se dit qu'il faut se diriger vers l'abri. Si c'est un missile supersonique, là, il faut se planquer là où on est, parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'aller jusqu'aux abris. Et donc, vous voyez, c'est un software super utile. Et ça, cette appli sur smartphone, ça a été fait en quelques heures, par une boîte ukrainienne qui sont des développeurs de jeux vidéo, qui se sont dit, voilà, en début de la guerre, on a besoin de ça. Et donc, une semaine plus tard, vous aviez la moitié du pays qui avait téléchargé le truc sur leur smartphone. Mais aussi tout le software de guerre, bien évidemment. Et puis, vous avez aussi de la société qui va être investie dans le soutien à des communautés spécifiques. Par exemple, quand je dis communauté spécifique, ça peut être des gens avec soit des besoins particuliers, alors besoins particuliers. Par exemple, ça je le mentionne dans le bouquin, il y a une ONG qui faisait avant la guerre de la promotion du véganisme. Une ONG de soutien aux animaux et promotion du mode de vie vegan pour la sauvegarde du monde animal. Et donc, en fait, au début de la guerre, ils se posent la question, les hommes sont partis au front de l'ONG, les femmes sont encore là. Ils se posent la question, que deviennent, en fait, les végétariens et les véganes une fois sur le front, parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent. Et donc, ils imaginent une activité, ils conçoivent avec des médecins des rations alimentaires spécifiques aux véganes. Ils ouvrent un site internet sur lequel, en fait, un combattant, quand il est végane, peut déposer ses coordonnées en disant « j'aurais besoin de rations végétariennes » ou « j'aurais besoin de rations véganes », et ils vont lui livrer, en fait, des caisses de rations véganes. Alors, ça peut paraître complètement marginal, hein, comme ça, mais en fait, il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que les Ukrainiens se demandent, chacun à leur place, où est-ce que je peux être utile dans la défense? Quel pourrait être mon rôle dans la défense? Et donc, chacun, en fonction de ses compétences et de son positionnement, en fait, va jouer un rôle comme ça. Et la deuxième chose, et ça, je trouve ça très intéressant, ce que disent ces militants véganes, ils disent, en fait, nous, ce qu'on défend là, c'est le droit de chacun de rester lui-même alors qu'il est en guerre, alors qu'on est en guerre.
le droit de chacun de rester soi-même en guerre. Et ça, c'est absolument crucial. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, s'ils ne deviennent plus que combattants, vous voyez, si par exemple vous abandonnez votre véganisme auquel vous êtes attaché parce que vous êtes combattant, bah, quelque part la Russie a gagné. C'est-à-dire qu'elle a réussi à détruire la société de l'intérieur. Donc c'est important que chacun puisse rester soi-même. Et tout un tas d'autres activités. Et donc je vais vous donner juste maintenant, avant qu'on rentre dans la discussion, un certain nombre d'exemples. Oui, alors avant de dire ça, donc bien évidemment, tout ça, c'est très intéressant, ça transforme les forces armées. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne aujourd'hui, elle est composée de plus de 75% de civils d'hier. Et moi, aujourd'hui, je fais pas mal d'entretiens avec des militaires en exercice. Et ils ont une manière d'agir incroyablement civile. C'est-à-dire quand ils viennent du milieu ONG, ils agissent, ils font dans l'armée comme ils faisaient dans leur ONG. Et quand ils viennent de l'entreprise, ils font dans l'armée comme ils faisaient dans leur entreprise. Et donc, ça transforme complètement les pratiques de l'institution militaire. Par exemple, vous voyez, traditionnellement, une armée, vous avez peut-être entendu le terme, l'armée française est souvent désignée sous le terme de la grande muette. Hein, c'est-à-dire, l'armée ne parle pas trop. Les officiers ne prennent pas trop la parole. En Ukraine, les officiers prennent la parole absolument tout le temps et l'armée communique. Vous avez les brigades militaires qui ne cessent de communiquer, raconter ce qu'elles font, donner des portraits des commandants. Alors, à la fois parce qu'il faut collecter des fonds, avoir du soutien, avoir de la visibilité, mais aussi parce que c'est comme ça qu'ils considèrent qu'ils communiquent aussi sur les problèmes. Dès qu'il y a un problème, en fait, ça devient une sorte de débat, on fait une petite étude, on en parle éventuellement à la presse quand on pense que le problème se rencontre dans plusieurs unités militaires. Donc c'est une culture militaire complètement différente avec ça. Et ça transforme aussi la société. Parce qu'on a une société où en fait, où les gens considèrent que leur devoir primaire, en fait, même dans toutes leurs activités, est l'engagement dans la guerre. Donc ça aura des conséquences. Mais des conséquences, je sais aujourd'hui vous dire ça aura des conséquences. Je ne sais absolument pas vous dire lesquelles. C'est-à-dire qu'en sciences politiques, on ne fait pas on peut pas faire de prospective. On ne peut pas faire de l'anticipation et dire voilà ce que j'anticipe qui va arriver. Mais en revanche, ce que je suis capable parce qu'en fait, on ne décrit que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et il n'y a aucun automatisme. On n'est pas on est vous voyez, à la différence d'un certain nombre de sciences exactes, on ne peut pas prévoir ou anticiper les résultats d'une réaction chimique. Enfin, on peut prévoir et anticiper les résultats d'une réaction chimique. On ne peut pas prévoir et anticiper les résultats d'un phénomène social. Mais la chose que l'on peut faire, c'est dire attention, il va falloir faire attention à ça, parce qu'à ce niveau-là, il peut se passer des choses. Et donc, par exemple, moi, je peux dire, pour comprendre l'Ukraine de demain, quand on regardera l'Ukraine de demain, il va falloir qu'on fasse très attention à ce qu'a été l'expérience de la guerre de l'Ukrainien d'aujourd'hui. Et que ces personnes qui se sont engagées dans la guerre, par exemple, eh ben, elles joueront un rôle. Je ne sais pas quel rôle ils vont jouer, mais je sais que leur rôle va être central. Et donc que ça va transformer la politique, etc. Alors, quelques exemples. Des fondations. Je vous donne l'exemple de deux, mais vous en avez vraiment énormément, mais ces deux-là sont visibles, et puis je rencontre les gens de ces fondations. Fondation Sergueï Pritoula. Sergueï Pritoula est quelqu'un qui a un profil un peu à la Zelensky, c'est-à-dire c'est un acteur. Et c'est un acteur plutôt comique, mais il utilise son prestige au début de la guerre pour monter une fondation et en 22 et pour collecter des fonds. Donc il est là en bas de l'image. Et Pritoula, en fait, il va si vous allez sur le site de sa fondation, ils lancent des projets. Par exemple, là, vous avez un projet d'achat de drones de reconnaissance, ou par exemple de upgrade, vous voyez, des défenses aériennes. Acheter un équipement qui va permettre d'améliorer les défenses aériennes. Et donc, ils font ces projets avec les forces armées, mais ils font pas que ça, ils font beaucoup de formations aussi militaires et collectent de l'argent là-dessus. Ils font des événements, il intervient publiquement, etc. La fameuse Comeback Alive dont je vous parlais, Reviens vivant, dont je vous parlais auparavant, Comeback Alive fait plein de projets divers. Aujourd'hui, d'une petite ONG, ils sont devenus un acteur qui est vraiment un partenaire central du ministère de la Défense, parce que c'est eux qui vont réussir à collecter de l'argent auprès de la population et des donateurs pour la modernisation, pour les questions de modernisation. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il est dirigé par quelqu'un qui n'a pas du tout un profil combattant non plus, Taras Chmut, même s'il est passé par la guerre en 2014-2022, il a combattu à un moment donné dans un bataillon.
Et Come Back Alive, par exemple, bah, ils lancent et ils vont financer avec la société Kyivstar, qui est une boîte qui fait de téléphonie mobile, un des fournisseurs de téléphonie mobile en Ukraine. Ils lancent une école d'opérateurs de drones terrestres, parce que le nouveau truc, en fait, c'est plus des drones, c'est des robots. Ce que les Ukrainiens sont en train de développer, le drone, ils vont considérer que c'est la guerre d'aujourd'hui, voire déjà la guerre d'hier. Mais en fait, ce qui avance maintenant, c'est les robots, c'est les systèmes robots terrestres. Et donc, il faut former qui roulent, quoi. Et donc, il faut former les opérateurs. Ça, c'est une personnalité très intéressante qui s'appelle Maria Berlinska, qui en fait, donc c'est une jeune femme qui est juriste de formation et qui en 2014 s'engage au front. C'est vrai que je vous ai pas montré beaucoup de femmes, mais en fait précisément parce que en fait en 2014 la législation ukrainienne permet aux femmes de s'engager dans l'armée, et vous avez pas mal de femmes dans l'armée, mais à des fonctions non combattantes. C'est-à-dire que vous pouvez signer un contrat avec une unité militaire, mais comme infirmière, cantinière, comptable, etc., et pas comme artilleuse, par exemple. Et en fait, Berlinska, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de femmes qui s'engagent dans des fonctions combattantes dans les bataillons volontaires en 14-22 et dans l'armée régulière, mais précisément, on leur fait signer des faux contrats, et il commence à y avoir très vite pendant la guerre un mouvement de jeunes femmes vétéranes, donc de retour du front, qui militent pour que les femmes soient pleinement intégrées à des fonctions combattantes au front. Et c'est dirigé par Maria Berlinska, qui se démobilise à ce moment-là. Et donc, elle est, par exemple, là en photo, elle est avec les jeunes femmes de son équipe du projet qu'ils appellent Invisible Battalion, le bataillon invisible, pour parler de ces femmes, de ces femmes qui ne sont pas reconnues. Ils arrivent à leur fin. En 2017, la législation change. Aujourd'hui, les femmes s'engagent pleinement en fait à des formations, à des fonctions combattantes, et sont officiers également d'encadrement dans les forces armées. Et Berlinska, qui, en fait, on le voit pas sur les photos, mais a été blessée au front, elle a été démobilisée pour blessure. Elle marche avec une béquille. A lancé un projet qui s'appelle la Fondation des drones de la victoire, Victory Drones. Et Victory Drones, l'idée, c'est de développer la technologie du drone, de former le plus possible de pilotes de drones et former le plus possible de civils qui soient capables de monter des drones dans leur garage. Avec l'idée que peut-être que le drone dans le garage, ce ne sera pas nécessaire demain, mais si vous avez réussi à le monter aujourd'hui, vous serez capable de vous investir dans ce qu'ils appellent les miltech, les technologies militaires demain. Ça, c'est une espèce de porte d'entrée, et donc tout ça, c'est une initiative volontaire et ONG aussi. Une autre initiative qui existe depuis 2014, et là, une fois de plus, vous voyez, c'est des choses qui existent depuis un moment déjà. C'est quelque chose qui se donne le nom de bataillon, mais en réalité, ils ont un statut d'organisation, d'association, quoi. C'est pas du tout intégré aux forces armées, qui est le bataillon paramédical. En ukrainien, c'est hospitaliere, les hospitaliers. Ils renvoient à l'ordre médiéval des hospitaliers. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il s'agit de civils qui partent au front pour faire l'évacuation des blessés et la première stabilisation avant le transfert aux unités médicales sur place. Donc, la manière dont le bataillon des hospitaliers fonctionne, c'est que donc vous vous engagez dans le bataillon, vous recevez une formation au premier secours, d'abord basique, puis après de plus en plus poussée, et vous faites des rotations, c'est-à-dire que vous faites des missions de 2 semaines, et une fois que vos 2 semaines sont terminées, eh bien vous rentrez chez vous pendant quelques semaines, et vous reprenez votre job dans la vie civile. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous prenez des vacances à votre travail pour être dans le bataillon, pour faire votre rotation, vous partez sur le front, et puis ensuite vous revenez chez vous et vous rebossez, puis vous reprenez des vacances et vous repartez. Donc voilà, donc les gens qui sont engagés dans le bataillon, dans cette unité-là, n'ont pas du tout une formation médicale. Les formateurs, oui, ont une formation médicale. Ça a été créé par une femme d'ailleurs, ancienne combattante volontaire, elle aussi avec un elle a été démobilisée suite à une blessure. Elle est en un accident sur le front. C'est un accident de voiture, mais c'était sur le front. Elle est en fauteuil roulant, et elle a fondé ce bataillon à partir de 2015-2016.
et il continue à fonctionner aujourd'hui. Et donc, par exemple, je vous donne l'exemple d'une des personnes engagées dans le bataillon, qui est une franco-ukrainienne qui s'appelle Anastasia Fomichova. Anastasia a aujourd'hui peut-être 25 ans. Donc, elle a beaucoup moins quand elle s'engage. Non, aujourd'hui, elle a peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, elle est très, très jeune. Elle a à peine plus de 20 ans quand elle s'engage dans le bataillon paramédical. Alors, Anastasia est une... Vous voyez, c'est une personne qui est née de parents ukrainiens, mais ses parents se sont séparés. Sa maman est partie en France quand elle avait genre 2-3 ans. Elle s'est remariée avec un Français. Et donc, en fait, elle était totalement française, étudiante en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et en fait, elle était en master de sciences politiques au moment où la guerre dans le Donbass commence. Et elle sent le besoin de faire quelque chose pour soutenir son pays. Et elle est partie en Ukraine, en fait, rejoindre le bataillon des hospitaliers régulièrement. C'est-à-dire qu'elle, ses rotations, vous voyez, elle revenait en France pour ses études. Et elle a été blessée au front, mais vraiment sur la ligne de contact. Il y a même une vidéo quasiment qui montre sa blessure, parce qu'un film était filmé à ce moment-là. Elle a perdu quasiment l'audition, elle a récupéré une partie, revenue à la vie civile, revenue en France, enfin, s'est installée au Canada, a soutenu une thèse de doctorat. Et là, elle est repartie en fait en Ukraine, où elle fait 2 choses différentes. Elle dirige un think tank où elle utilise ses compétences en sciences politiques pour faire du conseil sur les réformes de l'État ukrainien. Et elle a repris ses rotations au sein des bataillons des hospitaliers. Bon, ça c'est très déraisonnable parce que les médecins lui ont dit qu'une deuxième blessure c'était beaucoup plus grave que la première. Mais Anastasia a publié, si je vous en parle plus en détail, c'est parce qu'elle a publié vraiment il y a peut-être 2 mois un livre qui est sorti en France aux éditions Grasset qui s'appelle Volia, que vous voyez ici, c'est son carnet de front. C'est son expérience de comment elle se trouve engagée au front. Alors nous, ça nous paraît d'autant plus frappant que c'est une Française, etc. Mais ce qu'elle décrit est vraiment l'expérience d'un très très grand nombre d'Ukrainiens. Donc je vous conseille de le faire. Donc eux, vous voyez, leur mission, c'est première stabilisation. Vous avez aussi beaucoup de civils qui sont engagés aujourd'hui dans des actions de formation de la population ou qui se forment eux-mêmes en fait. La population complètement civile, les former un certain nombre de compétences qui sont nécessaires en guerre. Aujourd'hui, les Ukrainiens vont considérer que tout le pays est en guerre dans la mesure où, vous le savez, tout le pays est bombardé tous les jours et toutes les nuits. Et donc, en fait, vous pouvez vous retrouver en situation de guerre à n'importe quel instant parce que le drone est arrivé dans votre immeuble, que l'immeuble est réduit en gravats et que vous avez des personnes à tirer de sous les gravats et des blessures à soigner. Et donc, notamment, ce qui se développe beaucoup en Ukraine, c'est des formations. Là, c'est une pub qui était sur les réseaux sociaux, mais c'est une formation que j'ai observée, moi, au premier secours en zone de front. Avec un accent qui est mis sur l'arrêt des saignements critiques, parce qu'en fait c'est là qu'un civil peut intervenir le plus. Donc là ils sont en train de mettre un garrot. Et je ne vais pas vous en dire peut-être beaucoup plus. Oui, ça c'est une autre formation que moi j'ai observée de premier secours sur la zone de front. Et vous voyez ce qui est intéressant pour moi sur cette photo, c'est organisé. Alors, c'est un centre de formation qui est organisé par un bataillon, mais c'est des civils qui interviennent. Cette jeune femme, elle est en uniforme, mais en fait, c'est une civile. C'est une civile qui a été sur le front par elle-même, mais qui a jamais signé un contrat avec l'armée. Et là, sur ces derniers mois, elle est en fait en attente de signature d'un contrat réel pour repartir avec les forces armées. Et comme elle était paramédic dans son unité, elle fait des formations. Et la personne qui est allongée est pas du tout en fait un militaire, mais les gens sont en treillis. Vous voyez que certains sont en jogging, certains sont en jean, d'autres sont déjà en treillis. Ça, c'est les gens en fait se préparent, pas mal de jeunes, des hommes et des femmes, les gens qui se préparent et qui se disent un jour il va falloir qu'on y parte tous. Ils se préparent pas forcément à partir sur le front maintenant, mais ils se disent la guerre continue, la guerre s'installe dans la durée et donc il va falloir qu'on combatte. Beaucoup en fait cherchent précisément à se préparer, à se former, y compris au maniement des armes, et s'équipent pour ça. Le fait d'avoir déjà votre uniforme, vos chaussures, éventuellement votre gilet pare-balles, c'est une sorte de beaucoup d'Ukrainiens en fait s'engagent déjà là-dedans.
Et je vais peut-être, je crois que je vais m'arrêter. Oui, et oui, ça aussi, c'est une formation. Alors, j'ai pas pris la photo de ma formation, j'ai pris celle qu'ils avaient postée sur les réseaux sociaux, mais j'ai été formée par cet instructeur, pardon, par cet instructeur-là, par ce jeune homme, qui est en fait pas un militaire non plus, en dépit de sa situation en tri. C'est un prof de sport d'école secondaire, et les profs, en fait, ne sont pas mobilisables. Parce qu'il faut continuer à enseigner aux enfants. Et par ailleurs, il est champion de tir sportif. Et donc, depuis son enfance. Et donc, il fait des formations aux premiers, des formations basiques pour les civils, première formation au tir, et aussi des formations dans les unités militaires. Il est très, très jeune. Ça me permet de vous parler d'une troisième méthode, et je vais m'arrêter là après, parce qu'après tout, vous avez des questions, qui s'appelle l'observation. Donc, on a parlé de l'entretien, on a parlé du suivi des personnes qu'on a interrogées. Et l'observation, ça permet en fait de voir les choses en train de se passer. Hein. Et en observant, on peut... Il y a plein de choses dont on peut tirer. Vous voyez, moi, une observation comme ça, j'en tire beaucoup d'enseignements sur, par exemple, qu'est-ce qui est enseigné. Là, manifestement, ils sont avec des espèces de maquettes en carton. Voilà, ce qui est enseigné, en fait, c'est pas vraiment le fait de tirer. Ce qui est enseigné, c'est une transmission beaucoup plus fine d'une manière du fait de s'imaginer au combat. Vous voyez, quand on prend une arme en carton et qu'on se met en position ou qu'on travaille sur un certain nombre de gestes, on ne devient pas un combattant, mais on peut se figurer en tant que combattant. Donc, c'est une espèce de premier pas pour beaucoup de gens, et vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes là-dedans, pour s'imaginer en train de combattre alors qu'ils ne s'imaginaient pas du tout en train de combattre auparavant. Donc ça, moi, ça, vous pouvez pas l'avoir en entretien. Vous ne pouvez l'avoir qu'en observant, en fait, la manière dont les gens réagissent et les instructeurs réagissent. Et dans les observations, vous avez deux types d'observations, observation participante et observation non participante. Donc, comme leur nom l'indique, la non participante, vous regardez de l'extérieur. Par exemple, vous êtes dans une manif, vous observez une manif en train de se passer, vous regardez de l'extérieur. Ou vous êtes un photographe, vous êtes debout, etc. Mais l'observation non participante, c'est souvent, quand on est en petit groupe, quelque chose d'un peu bizarre. C'est-à-dire que les gens se demandent qui vous êtes, et ce que vous faites là, et vous regardent d'un drôle d'air, surtout en contexte de guerre. Et donc, en fait, moi, je démarre souvent mes observations en disant, écoutez, moi, je veux pas, voilà, je suis pas là pour participer. Et 80% des cas, ça se termine en observation participante, parce qu'ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là dans ton coin? Allez, vas-y, prends ton arme, et puis tu vas t'entraîner avec les autres. Donc, c'est aussi quelque chose qui pose bien évidemment plein de questions éthiques pour certains, dans certains cas. Dans le cas d'une formation avec des armes en carton, ça me pose pas énormément de problèmes éthiques. Vous voyez, c'est pas très grave pour moi de me mettre en posture avec une arme en carton. Mais par exemple, quand on va, voilà, pour d'autres, ça s'est posé à des collègues qui accompagnaient, qui étudiaient des mouvements d'extrême droite, et qui le faisaient via un mode d'insertion dans la communauté et d'observation de ce qui s'y passe. Eux, vous voyez, quand les gens qu'ils interrogent de leur groupuscule d'extrême droite leur disent, allez, on avance à la manif, vous avez un vrai problème de sécurité et un vrai problème éthique d'être embarqué dans le groupe. Donc ça, on y réfléchit. C'est une des réflexions méthodologiques que l'on a en sciences politiques. Comment est-ce qu'on gère l'observation participante? Mais vous voyez, dans mon cas, je vois très bien les limites, mais en fait, l'observation devient participante très très souvent. Allez, pour qu'on ait un tout petit peu de temps pour discuter, je m'arrête là et je suis prête à prendre vos questions. Oui. Oui. Grasset. Mmh. Oui. Moi? Ok. J'ai pas de réponse simple à cette question. Je suis née à Moscou. J'ai vécu en Russie jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai pas d'origine ukrainienne.
donc je m'identifie pas du tout en tant qu'Ukrainienne, mais en même temps, aux yeux des Ukrainiens, bah, je peux passer pour quelqu'un de local, parce que je parle ukrainien, je l'ai appris comme une langue étrangère. Et en fait, il y a plein de gens qui, en Ukraine, parlent l'ukrainien un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont plus à l'aise en russe, mais ils savent parler ukrainien aussi. Donc, moi, on m'identifie parfois de l'extérieur comme ukrainienne. On me demande de quelle région je viens. Moi, je m'identifie en fait, comment dire, je m'identifie à la fois 100% comme française, c'est-à-dire que je le fais véritablement en est, au nom de la France d'une certaine manière. Mais dans cette guerre, en fait, euh, c'est une question, c'est une vraie question compliquée et c'est surtout un outil de travail pour moi. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, la première chose les gens, quand je demande de faire un entretien avec les gens, avant de me dire oui, ils vont me googler. Évidemment, on est en contexte de guerre, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Et en me googlant, ils tombent sur ma page Wikipédia. Et sur ma page Wikipédia, c'est écrit né à Moscou. Donc c'est là, quand ils acceptent l'entretien, la première question qu'on me pose souvent, c'est alors vous êtes né à Moscou, et ils attendent une explication. Donc il faut que je leur donne une explication. Et puis en même temps, c'est vrai que très souvent et très rapidement, ils vont me prendre comme une des leurs. Et je joue beaucoup sur ce côté. À la fois, je suis française et en même temps, je suis un peu, enfin, je vous ressens autant que je vous comprends. Hein. Donc voilà, c'est une question à laquelle, en fait, j'ai pas de réponse. Et c'est super de pas avoir de réponse parce que cette ambiguïté pour moi d'être, et en même temps, vous voyez, la Russie est mon pays d'origine. Donc politiquement, bien évidemment, je suis sur une position qui est absolument pas une position pro-russe. Mais la question du soldat russe est une question que je connais d'autant mieux que voilà, j'ai travaillé dessus et que un certain nombre de ces soldats sont de mon réseau de connaissances, de proches, de collègues. Enfin voilà, donc tout ça est ouais, tout ça est assez drôle. Mais le dernier entretien, j'ai fait un séjour en Ukraine juste avant Noël. Et j'avais un entretien de suivi aussi, vous voyez, avec un interlocuteur qui est un architecte qui est aujourd'hui au sein de la défense territoriale, qui a des fonctions de recrutement en fait dans un bataillon de la défense territoriale. Et donc on s'est rencontrés après sa journée. Il est basé à Kiev en ce moment dans un café. Et lui, il a dit, moi j'ai dit à mon chef, je vais rencontrer une espionne française. Et c'est vrai que voilà, et moi je lui dis mais totalement, il n'y a aucun problème. Donc on sait, mes interlocuteurs savent aussi, par exemple, quand je fais un entretien avec eux, je vais au-delà de votre question, mais je pense que c'est un truc un peu intéressant. Quand je me présente à eux, je leur dis voilà, en fait moi je suis pas journaliste, donc il y aura pas d'article dans la presse. Il va y avoir un travail scientifique, mais quand je vous citerai, en fait, je vous demanderai votre autorisation de toute façon. Mais en même temps, sachez que quand je reviens, mes observations et mes analyses sur l'Ukraine, je vais les partager avec un certain nombre de personnes en France. Alors peut-être avec les médias, certainement avec le ministère des Armées, à qui je fais régulièrement des retours sur mes analyses sur ce qui se passe en France, peut-être au ministère des Affaires étrangères. Donc ça va être, ça va servir à nourrir leur réflexion. Donc en ça, je peux complètement me considérer, vous voyez, je me reconnais totalement dans le qualificatif d'espionne, au sens où je collecte du renseignement et je le ramène ailleurs. Mais je le collecte pas de manière cachée, je préfère le collecter de manière explicite. Oui. Alors, oui, alors le problème de la pandémie, c'est que précisément, on ne pouvait plus faire ce qui est notre cœur de métier, à savoir l'enquête de terrain. Puisque vous ne pouvez plus vous déplacer, en fait, dans les pays. Hein, il n'y a pas de liberté de circulation. Donc, en ça nous a bien bloqué. Le contexte mondial commence à être un peu compliqué maintenant, en fait. Mais moi, ce qui a beaucoup joué, c'est le contexte de la guerre. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que avant 2014,
je pouvais faire du terrain en Russie comme en Ukraine. Désormais, je sais que dans la Russie actuelle, je ne peux absolument pas y mettre les pieds pour faire du terrain. Et donc, en fait, je suis obligée, pour mes analyses de la Russie, de me contenter de sources vraiment de seconde main, extérieures, interroger les gens à distance, ce qui est totalement insatisfaisant. On n'arrive pas du tout à des bons résultats en interrogeant des gens à distance, même si on fait un entretien par Zoom, c'est vraiment pas bon, quoi. Voilà, donc là, le contexte de la guerre en lui-même joue énormément. Le contexte mondial, vous voyez, on s'ajuste. On s'ajuste comme on peut. Oui. Pardon? Une partie sociale du métier, vous voulez dire? Oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un. Alors après, les gens font de la science politique différemment. Certains vont s'appuyer essentiellement sur des sources écrites. Par exemple, ceux qui travaillent sur les régimes politiques, démocratie, régime libéral, autoritarisme, etc. Ils n'ont pas vraiment besoin de faire des entretiens, sauf peut-être de temps à autre avec des acteurs politiques. Hein. Mais nous, enfin, voilà, il y a différentes manières de concevoir un métier. Et nous, il y a effectivement une compétence sociale qui est nécessaire pour pas seulement pour prendre contact avec les gens. Alors moi qui suis timide d'emblée, en fait, dans la vie ordinaire, appeler pour prendre rendez-vous chez le coiffeur, c'est un problème pour moi. Vraiment. Donc, j'ai pas forcément des compétences sociales ultra développées. Mais quand je suis en Ukraine, sur le terrain, c'est une autre personne qui s'allume. Vraiment. Où là, il y a, voilà, il y a pas de difficulté. Mais je pense que plus que des compétences sociales, ce qui nous aide énormément, c'est la capacité d'empathie. Empathie n'est pas sympathie. Hein. L'empathie, c'est la capacité à comprendre le ressenti de la personne, hein, de se mettre pendant un moment à sa place et de se mettre dans sa logique. Hein. Donc ça, c'est aussi une compétence psychique, mais c'est aussi une compétence sociale. Avec chacun de mes interlocuteurs, je vais essayer d'être dans ce qu'il est. Je suis pas forcément en phase avec tous, mais je vais être dans ce qui anime cette personne et essayer de l'accompagner dans ce qui l'anime. Donc en ça, oui, il y a des vrais soft skills, des vraies compétences non dures et comportementales là-dessus. Oui. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible de discuter avec les soldats russes. Déjà, même les gens qui sont en Russie ont beaucoup de difficultés à avoir ce type d'entretien. Vous en avez un petit peu. Moi, si je les contacte, en fait, je les mets en danger. Vous voyez. Donc, à un moment, première chose. Deuxième chose, ceux qui sont sur le front, on n'y a aucun accès. Et surtout pas moi, je pense. Maintenant que je suis totalement googlable et identifiable, c'est pas possible. Et ceux qui sont à l'arrière, en fait, vous n'en avez quasiment pas. Vous en avez très très peu. L'armée russe n'a pas démobilisé un seul combattant, sauf les blessés. Et tous ceux qui ont été engagés depuis février 2022 sont toujours sur le front s'ils sont vivants. Donc, on aura la possibilité de travailler. Alors, j'utilise des sources secondaires, mais on aura la possibilité de travailler sur la manière dont le soldat russe a vécu cette guerre après la guerre. Une fois qu'il y aura des mobilisations et qu'on pourra trouver des moyens de leur parler, mais pour l'instant, c'est pas possible. Non. Parce que les Ukrainiens, en fait, considèrent qu'ils ont besoin de maintenir l'intérêt pour l'Ukraine sur la scène internationale et de maintenir une compréhension à l'égard de ce qui se passe en Ukraine. Hein. L'Ukraine a été tellement pas vue, oubliée, etc. pendant des décennies que c'est super important pour eux. Donc en réalité, voilà. Alors ça m'arrive. Là, comme je change un peu, j'ai beaucoup interrogé ces acteurs des ONG, des initiatives, etc. Avec eux, c'est hyper simple. Vous leur écrivez, dans les 24 heures, vous avez un rendez-vous. C'est vraiment, c'est super simple. Aujourd'hui, je bascule vers d'autres sujets et j'interroge beaucoup plus les militaires en exercice. Et eux, ils ont des considérations de sécurité, à qui ils parlent et surtout qui ils font rentrer. C'est-à-dire rentrer dans une garnison, c'est pas évident. Donc j'ai plus de refus. Mais en fait, vous voyez là, par exemple, sur le dernier terrain que j'ai fait,
j'ai commencé par avoir des refus, puis j'ai trouvé des voies détournées. Je suis quand même, j'ai rencontré tous les gens que je voulais rencontrer. Donc, a priori, ça devrait aller. Alors, dans les publications, il y a, ils sont plutôt, ouais, j'ai pas eu beaucoup de retours négatifs parce qu'il y a des Ukrainiens francophones qui lisent ce que j'écris. Il y a un truc, j'ai publié un bouquin en 2022 dans lequel je cite à la marge un personnage qui à l'époque était en 2022 était important, respecté, bien vu, etc. Et qui depuis a complètement dérivé et qui a viré pourri. Et en fait, la citation de ce gars-là, les Ukrainiens me la reprochent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le projet de traduire mon bouquin en ukrainien et ils m'ont dit tu cites Arestovitch, c'est pas possible. On va pas traduire. Donc c'est drôle, ça se focalise sur des petites choses, mais globalement non. Oui. En fait, c'est très simple. Le master que j'ai suivi était un master en études post-soviétiques. Donc, il fallait forcément que. Et pourquoi est-ce que j'ai suivi un master en études post-soviétiques? Parce que je me suis dit, j'ai des chances d'entrer là-dedans. Et souvent, en fait, les sujets de recherche qu'on a sont soit le fruit du hasard, soit sont en lien avec ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on arrive avec nos propres atouts, quoi, et nos propres centres d'intérêt. Et après, ça s'enchaîne. Mais c'est jamais une histoire d'un prof qui vous dit, bon, bah, toi, tu vas étudier tel truc ou tu vas étudier tel truc. C'est vraiment, c'est très lié à des parcours personnels. Il y a certains d'entre vous qui penseraient à des études de sciences politiques. Ok, c'est bien. Ouais, on a en France, on pratique une science politique un peu particulière, par exemple, qui est très différente de la science politique américaine. La science politique américaine, ça va être beaucoup des explications de systèmes, où vous allez chercher des variables, des régularités. Ils ont un très fort attachement à regarder par le haut, par les régimes, par les institutions, par le pouvoir, etc. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, faut aller plutôt, voilà, dans d'autres, faut voir où est-ce que vous pouvez avoir ça. En France, la science politique qu'on pratique, et ça, je pense que vous l'avez, je suis un bon exemple de ça, et de la sociologie politique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe vraiment on va partir par le bas, par les sociétés, et voir comment le rapport, l'exercice du pouvoir, les inégalités, etc., s'exerce à partir du terrain et des personnes ordinaires. C'est-à-dire on va prendre comme point de départ les personnes ordinaires et remonter vers les institutions. Il va y avoir relativement peu de tableaux et de variables et de calculs. On a une manière très peu quantitative de faire de la recherche en sciences politiques. Donc voilà, si ça vous branche, c'est une bonne idée. Certains d'entre vous pensent à des IEP? Oui, c'est sympa. En IEP, en fait, on fait. Alors, en IEP, on fait. Euh, on a une grosse ouverture disciplinaire, c'est-à-dire on va pas du tout se spécialiser en sciences politiques en réalité. On se spécialise après, mais on va balayer du droit, de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, etc. Ce qui, en fait, est très utile, mais ce serait utile un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que je me rends compte maintenant que cette formation que j'ai eue, par exemple, le fait d'avoir eu une formation en économie un petit peu poussée pendant 2 ans, et ben, quand on parle de problématiques économiques, je mets un petit peu moins de temps à comprendre que je ne mettrais et que je ne mettrais sinon, et ça permet voilà, d'être assez, d'être plus vif et plus réactif. Mais le fait de se spécialiser dans une seule discipline comme la science politique ou la socio, par exemple, ça c'est aussi, ça vous apporte autre chose. Ça vous apporte d'emblée en fait une profondeur d'analyse que vous n'avez pas dans un IEP. Dans un IEP, vous avez vous couvrez une grande surface. À la fac, vous allez plus rapidement en profondeur, et donc vous êtes un très bon spécialiste. Vous avez, chez nous à Nanterre, par exemple, on a aussi quelque chose qui existe dans certaines universités qui s'appelle la licence humanité. En fait, on va prendre on va balayer plusieurs disciplines. Ça va être un peu comme un IEP, et ça marche pas mal non plus. Mais ça va être beaucoup plus, ça va être même encore plus ouvert.
Alors, enfin, plus ouvert, c'est-à-dire qu'on va, on peut faire sciences politiques et histoire médiévale en même temps, quoi. Grosso modo, ça va être. Besoin de conseils sur des choses aussi d'orientation? Oui. Non. Et d'ailleurs, j'ai changé de job plusieurs fois dans ma vie déjà. Donc ça, c'est, je pense que votre génération, dans ma génération, ça se pratique déjà. Dans votre génération, ça va être ça pour quasiment tout le monde. Ça va être très rare de faire la même chose tout au long de votre vie. Je me rappelle même pas de ce que je voulais. Ah si, je voulais faire du journalisme. Et au fond, je comprends pourquoi je voulais faire du journalisme. Et au fond, je fais un truc qui me permet de faire ce que je voulais faire dans le journalisme, c'est-à-dire aller comprendre comment ça marche, quoi, comprendre comment les gens, voilà, comment la société marche et écrire. Je voulais écrire. Donc là, j'écris pas mal. Alors, pas tant que cette guerre-ci est en cours. Et je pense que, vous voyez, mon sujet fait de moi, certes, une spécialiste de guerre, mais il fait beaucoup de moi une spécialiste de la société ukrainienne et de la société russe. Donc, en fait, je pourrais me dire, tiens, j'ai des collègues qui font ça. J'ai des collègues qui sont vraiment spécialistes de conflits armés et donc qui vont aller d'un conflit armé à un autre, faire du terrain dans tel pays, tel pays, tel pays et chercher les régularités dans chacun des conflits armés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme variable qui nous permettent d'expliquer, par exemple, une guerre civile. J'ai un collègue qui s'appelle Gilles de Ronsereau qui fait ça, hein, qui est un sociologue des guerres civiles, donc il fait plein de guerres civiles. Euh, Moi, je pense que ça va pas être ma manière de faire. Quand la guerre se terminera, je regarderai ce qui se passe en Russie et en Ukraine post-guerre. Je vais être une spécialiste des sociétés du post-conflit et de la sortie du conflit. Mais là, vous avez aussi, on est à un moment en fait où ça c'est aussi compliqué. Dans notre manière de vivre la science politique, enfin les sciences sociales en France, on va considérer que le chercheur n'a pas de rôle de conseil à avoir vis-à-vis du politique. Par exemple, on termine jamais nos articles en disant et je vous recommande et il faudrait faire ceci ou cela. Alors que dans d'autres cultures académiques, par exemple, on va terminer les travaux de recherche sont souvent terminés par une recommandation aux décideurs. Voilà le problème que j'ai révélé, voilà les choses qu'il faudrait faire, auxquelles il faut faire attention pour le résoudre. En France, on est très allergique à l'idée du chercheur engagé et du chercheur qui aide le décideur, en fait. Et, voilà. Mais dans ce contexte de guerre, moi, j'ai fait le choix de basculer de l'autre côté. La recherche fondamentale, on prendra le temps de le faire quand il va falloir le faire avec des concepts, avec beaucoup de théories, etc., à partir même de ce matériau. Euh, mais pour l'instant, d'une part, on n'a pas de recul. Vous voyez, ce que je vous raconte là, par exemple, ça passerait pas du tout. Non, c'est pas du tout parce que je suis en train de parler à des lycéens, mais pour des questions conceptuelles. Si je le présente comme ça à des collègues politistes, pour eux, ça va être trop descriptif, pas assez conceptualisé, pas assez monté en généralité, c'est-à-dire précisément où sont les concepts qui permettent de le comparer à d'autres guerres, qui permettent de le mettre en perspective, qui permettent de faire un peu de théorie. Euh, En fait, pour faire de la théorie, vous avez besoin de recul. Vous avez besoin que le temps passe, que vous soyez émotionnellement un peu désengagé du sujet. Et là, en fait, déjà émotionnellement désengagé du sujet, on oublie. Et en plus, on n'a pas du tout de recul temporel. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis capable d'écrire un article sur la situation 2014-2022, mais absolument pas un article scientifique sur ce qui se passe depuis 2022. C'est trop près, c'est trop à chaud. Je sais que je vais écrire des conneries et que je ne vais pas être d'accord avec moi-même dans 5 ans. Et je l'ai déjà vu, hein. Les choses écrites à chaud, je les relis 2 ans plus tard, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Parce qu'on a, voilà, on a besoin de cette prise de distance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là? Soit on arrête, soit on collecte juste du matériau. Vous voyez, je fais des entretiens et j'en fais rien en attendant que ça s'arrête et que après je puisse mettre tout ça au frais et travailler dessus. C'est quand même un petit peu frustrant. Donc là, je me suis dit, en fait, mon devoir primaire, ça va être dans ce contexte où cette guerre nous concerne, ça va être d'aider nos acteurs publics.
de leur apporter un maximum de connaissances de l'Ukraine qui pourraient être immédiatement utiles, en fait, pour, par exemple, notre défense. Hein. Il y a plein de questions que l'Ukraine se pose. Aujourd'hui, on est des sociétés très différentes, l'Ukraine et nous. Mais il y a plein de questions auxquelles l'Ukraine a été confrontée, à laquelle on peut être confronté. Et donc, on a tout à fait intérêt à connaître l'exemple ukrainien pour se poser les bonnes questions au bon moment. Par exemple, je vous ai parlé d'une société ukrainienne où, vous voyez, personne n'avait fait son service militaire, personne ne s'envisageait en risque, personne ne s'envisageait en danger. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a plein de choses qui bloquent par ailleurs. Qu'est-ce qui bloque dans une société lorsque une société qui ne s'est absolument pas envisagée dans une guerre se retrouve dans une situation de guerre? Hein. Où est-ce que ça va être compliqué? Et, quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer? Quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer quand on est une société qui se perçoit comme faible ou comme fragile, par exemple, avec plein de problèmes internes? Que deviennent les divisions internes en contexte de guerre? Donc là, par exemple, ça fait partie des infos que moi, je ramène à nos acteurs publics en leur disant, regardez, ils ont été confrontés à ce problème en Ukraine, il faut qu'on ait un scénario. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais il faut qu'on ait pensé à la même situation en France pour être prêt à tous les scénarios et à toutes les hypothèses. Donc aujourd'hui, je fais plutôt ça. Mon travail de chercheur s'est transformé beaucoup en travail de conseil. Et on va voir, et on en reparle avec vous dans quelques années, parce que ça, voilà, peut-être que ça changera, ou peut-être que ça changera dans l'autre sens. On verra. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Vous avez été un public aux yeux extrêmement attentifs et vivants. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup pour vos questions. Je pense que vos enseignants peuvent vous transmettre mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions, des états d'âme, sur tout un tas de choses. Et donc, je vous promets un texte. Voilà.